là, on a l'antenne. Bonjour à tout le monde. Bulle de rêve, bien sûr, sur Radio Libertaire. On a commencé par un hommage, évidemment, à Vangelis, je sais pas comment on prononce, en tout cas, le super début de Blade Runner, absolument incroyable. C'est vrai que ça fait partie de ces musiques importantes. Je l'ai un peu, j'espère qu'il m'en voudra pas. J'ai pris le début du film avec les effets aussi, parce que je trouve que les vaisseaux qui arrivent rentrent dans la musique complètement. Et donc voilà, petit hommage, le début de Blade Runner, pour rendre hommage à Vangelis, qui est donc décédé cette semaine. Je vais de suite laisser la parole à Antoine Biber. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis. Donc on est tous les deux. Les autres nous ont abandonnés pour un petit festival sur la Riviera dont on ne parlera pas. Mais je vais te laisser. On se demande pourquoi. C'est stupide. Mais tu sais comment ils sont. Je te laisse présenter notre invité d'aujourd'hui. On est ravis d'accueillir Titouan Bordeaux. Bonjour Titouan. Bonjour. Réalisateur de films d'animation, de science-fiction en grande partie, et qu'on est ravis de recevoir déjà parce qu'il nous fait le plaisir de venir depuis Valence pour l'émission. Déjà, merci beaucoup d'être venu. Et puis parce qu'on aime beaucoup son travail, on va en parler longuement, mais notamment le dernier film qui est sorti, qui s'appelle Bye Bye Lolita, qui est un 35 minutes commencé autoproduit. Et exactement. On parlera un peu de comment ça s'est fabriqué, mais on est ravis de le recevoir parce que c'est un format atypique, c'est un réalisateur qui se questionne beaucoup sur l'animation et sur la fabrication des films d'animation, et donc on va voir tout ça avec lui. On en a besoin. Exactement. Il nous rappelait, et c'est vrai que c'est pas mal, il y a pas de news, mais allez voir Junkhead qui vient de sortir cette semaine, qui est une espèce de truc complètement fou japonais. Alors encore un, comme quoi heureusement il y a des fous et des folles sur Terre encore, qui a quasiment fait son film tout seul, plus de 2 heures. Moi je l'avais vu il y a très longtemps, le film a mis beaucoup de temps avant de sortir. Je l'ai vu dans un festival qui s'appelle Anima, avec un grand monsieur aussi de l'animation en volume, qui s'appelle Pierre-Luc Grangeon, français, qui est justement aussi à Valence. Et je me rappelle toujours, j'étais dans la salle à côté de lui, je me dis il va pas aimer, Pierre-Luc Grangeon fait des choses super belles, plutôt pas mignonnes, parce qu'il a fait des choses un peu dures, mais quand même, et tout. Et je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il va. Et il avait adoré aussi l'espèce de truc, parce que c'est tellement un ovni, c'est tellement quelque chose qu'on ne comprend pas, que voilà, il y a un côté qui est un peu étonnant. Donc allez voir absolument Junkhead. Antoine est d'accord aussi. Je suis complètement d'accord. Je sais pas si on faut dire fou, parce que c'est un film très. Il y a des choses très logiques. Il y a des choses. La narration, par exemple, est très linéaire, construite. Mais c'est dans son ambiance, dans son. Oui, et puis je disais fou plutôt là dans sa production. On en parlera. Oui. C'est quelqu'un qui se lance dans un long métrage en volume de plus de 2 heures, quasiment seul. C'est là où je trouvais que la folie était belle performance. Voilà, c'est ça. Il y avait ce côté-là qui était assez fort. Alors, je sais pas qui comme moi. Je crois que notre invité aussi. Moi, j'aime bien les chiffres. Je suis nul en maths. Je l'avoue. Je suis désolé, Nicolas. Je suis pas très bon, mais j'aime bien faire des calculs. Ça m'amuse. Quand je m'ennuie souvent. Donc, d'un seul coup, je prends des chiffres et je regarde. Et on est en 2022. 2022, ça fait 20 plus 22. Et 20 plus 22, ça fait 42. Et si, comme moi, et voilà, comme notre invité, vous êtes fan de quelque chose qui s'appelle le Guide du voyageur galactique, vous savez que 42, c'est la réponse à l'univers. La réponse à l'univers, la réponse sur tout ce qui nous entoure. Donc je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé dans les autres années qui étaient comme ça, dans les autres questions. Donc en 42 après Jésus-Christ, j'ai commencé comme ça, il se passait pas grand-chose. En 1032 après Jésus-Christ, en juillet, il y a eu de la grêle, puis de la tempête sur la vallée de la Loire et en Bourgogne. Voilà, alors il y a des rois et des gens qui naissent et qui meurent, hein, mais voilà, il y a pas grand-chose. En 1131, il y a plein de couronnements et d'assassinats. C'est absolument incroyable. En 1230, on est toujours en 42, je vous rappelle, c'est des guerres qui arrivent. Voilà, l'être humain aime bien ça. Et la religion. En 1329, là, il y a beaucoup plus de religions. Il commence à avoir les religieux font plein de bâtiments, on leur donne plein d'argent, etc., etc. 1428, début du règne aztèque. Ça commence à devenir un peu, l'empire aztèque. Donc, on commence à avoir des empires, des gens qui aiment bien. Alors, il y a un début d'une série de révoltes rurales au Japon, ça c'est pas mal. 1428, bon, ça va pas très loin. De février, un tremblement de terre en Catalogne, je me suis toujours guerre et religion, bien évidemment. 1527, donc rien de, vous avez compris, j'essaie de trouver la réponse à l'univers, mais on trouve pas. 7e guerre d'Italie, toujours la guerre, la religion. Alors il y a des gens qui commencent à naître intéressants, des mathématiciens. John Dee, qui est un mathématicien, un astronome anglais. Ah, peut-être pour la réponse sur l'univers, ça peut être pas mal.
Johannes Stadius, mathématicien, astronome flamand, lui, 1er mai, donc voilà. Mais ça retombe. Là, on a juste 1126, des massacres, des génocides, des comptoirs coloniaux, bien évidemment, l'être humain continue. 1725. Alors là, on se dit que de toute façon, c'est un peu stupide ce que je fais, parce que prendre les années après la naissance d'un type, vous pensez même pas s'il est vraiment né à ce moment-là, de toute façon, et qu'il est que dans une seule religion, que ça veut rien dire finalement, mais on continue parce qu'on a commencé, donc on se dit c'est un peu bête, donc j'ai continué par rapport à ça, mais comprendre l'univers, le cosmos et la vie, ça devrait être sur autre chose, mais en tout cas j'ai continué. 1824, donc à 1820, plein de peintres. Alors ça commence à m'intéresser des Wikipédia, parce que j'ai pris là-dessus, je vais pas vous mentir, commence à s'intéresser à l'art, donc il y a des peintres, des écrivains, Alexandre Dumas fils, Anton Bruckner, grand compositeur, Hugo, Géricault, Lord Byron, qui meurt. Géricault meurt aussi à ce moment-là. 1923, on se dit, tiens, 1er septembre 1923, si on aime le Japon, il y a un terrible typhon, il y a un terrible tremblement de terre, qui détruit Tokyo et Yokohama, 140 000 victimes, donc c'est énorme, et aussi toute la destruction quasiment de la filmographie, de tout début de la cinématographie japonaise. Pourquoi on ne sait pas ce qui s'est passé souvent, c'est que tout a été englouti, ils ont dû changer la capitale. Oui, je sais, 140 000 morts plutôt que la cinématographie, je devrais m'intéresser, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on a une passion de cinéma, c'est pas que les êtres humains on les aime pas, mais bon voilà. Toujours, bien sûr, les colonies, les guerres, les combats, enfin bon, la vie continue, quoi. Alors si, en 1923, s'invente le championnat d'Autriche de hockey sur glace, je pensais que ça allait vous intéresser, le rallye de Genève et le magazine La Bretagne communiste. J'ai regardé qui n'existe plus, c'est, voilà, 1923. Je continue en 1923, Ousmane Sembène, réalisateur sénégalais, Milt Jackson, grand vibraphoniste, Jacqueline Maillan, pourquoi pas, on nous fait rire, Norman Mailer, Sid Charisse, Agatha Barbara, qui n'intéresse que moi, puisque c'est une présidente de la République de Malte, de 1982-1987, donc là c'est vraiment d'un seul coup ça devient n'importe quoi. Marcel Marceau, Betty Page, grande pin-up, Claude Pieplu, c'est un peu de l'anime, elle fait la voix, Seijun Suzuki, un très très grand réalisateur japonais, ça j'étais content de temps en temps, Errol Garner, Valerian Borowczyk, autre grand réalisateur polonais, Marcello Mastroianni, et je finis par Maria Callas. J'avoue qu'à ce moment-là il y a une certaine lassitude, j'ai quand même passé assez longtemps à regarder tout ça, il y a une certaine lassitude par rapport à ça, mais on se dit faut quand même continuer à faire ça. Après je me suis dit pourquoi je vais pas continuer, alors non vous inquiétez pas, mais j'ai regardé que le calendrier chinois ils en sont à 4719, 4720 c'est ça. Hébraïque, le calendrier hébraïque est à 5782, 7583, indien 1943, 1944, quasiment comme nous, musulmans 1443, 1444, persans 1400, 1401, et le républicain, on est en année 230, 231. Mais je me suis arrêté. Alors après, je me suis dit, j'ai regardé, c'est assez rigolo, sur Wikipédia, vous pouvez regarder déjà ce qui va se passer parce que je me suis dit, évidemment, en 2121. Ou en 2220 du coup. Voilà, c'est ça, 2121. Alors, non, là vous commencez à avoir peur, mais sachez que à partir de ce moment-là, Météo France prévoit des températures qui vont être quasiment à 50 degrés en France. Donc de toute façon, on est foutu, sans vouloir vous embêter, mais voilà. Et il y a plein de choses. La NASA va enlever la station spatiale, donc qui est dans le truc, qui va la démanteler, internationale, et en fait, ils vont en faire tomber une partie, celles qui ne sont pas désintégrées, dans l'océan. Donc à faire, comme si c'était pas assez pourrave comme ça l'océan. On va alors beaucoup de gens en 2121 soi-disant, il y a des gens qui croient encore à chose, que la nature va reprendre ses droits avec l'homme à côté. Moi j'y crois pas trop. Je pense que ça va être plutôt la fin du monde, mais ça c'est plutôt le Alexipédia que Wikipédia. Mais en 2121 on sera avec 10 milliards sur Terre. Faut dire de la science-fiction, c'est impossible, ça marchera jamais. Voilà, donc ça n'avait pas grand intérêt, mais ça m'a amusé, parce que 2022, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, donc j'ai pas trouvé, je suis désolé, Titouan, la réponse, mais de toute façon, c'est bien qu'un c'est un bon début de réponse, tout ça, quand même. On commence un petit peu à... Des naissances, des massacres et des gens qui font plein de choses au milieu, quoi. C'est un peu ça, de toute façon, je vais pas prendre en sortirait depuis tout ce temps-là. Et puis pour finir, je voulais dire que si, au cas où, on n'était pas sûr qu'Hollywood ait gagné, il fallait qu'évidemment les festivals qui sont autour de nous leur donnent encore la possibilité. J'ai vu que Top Gun 2 passait à Cannes. Top Gun 2. Enfin, moi, je viens de cette époque-là. Je me rappelle, le premier Top Gun, c'était passé à Cannes. Mais c'est pas possible, quoi. Ça arrive même pas. Donc, Top Gun 2, tout simplement, pour Tom Cruise, vient de faire une leçon de cinéma. Et, vous l'avez peut-être entendu, mais les Minions, comme s'ils avaient besoin de ça, passent en ouverture du Festival d'Annecy. Donc, merci, donc, à ces gros festivals qui donnent à Hollywood encore un petit peu plus. Comme s'ils en avaient pas suffisamment, un peu de visibilité. Un peu plus de visibilité, les pauvres. Oui. Ils ont pas beaucoup d'argent. Faut bien leur donner un petit peu. On est d'accord. C'est à toi. C'est à moi. C'est à toi, Antoine, pour présenter le disque du mois. En fait, on fait semblant, on aime bien faire des disques du mois, alors c'est juste des disques qu'on aime bien.
C'est exactement ça, parce que le disque du mois est sorti en 2021. Mais c'est une découverte récente de mon côté, et c'est un disque vraiment à découvrir de toute urgence, surtout que c'est un artiste qui est encore pas très écouté a priori. Donc c'est un disque qui s'appelle Mes peluches sont belles, c'est de RA, qui est un acronyme pour Roméo Agide. Le morceau s'appelle Beige et crasseux, et c'est un album avec des paroles qui peuvent paraître de prime abord un peu simples ou par moments vulgaires, mais si on écoute l'album en entier, ça révèle... C'est un album qui dépeint un peu, enfin pour moi, le sentiment de marasme dans lequel ma génération vit. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, sans forcément s'y complaire d'ailleurs. Et on peut y déceler pêle-mêle les désillusions liées à les sociétés du spectacle, les dégâts de l'économie de l'attention, ce sentiment d'éternelle adolescence contrainte par un monde adulte qui a pris sans limite pour ne pas laisser la place à ceux qui ont déjà commencé à avoir la trentaine ou ont déjà la trentaine. Et ça y dépeint aussi un rapport au corps qui est entre une espèce d'attirance sans limite et un dégoût de son propre corps et un malaise profond qui y est lié. Voilà, et tout ça est magnifiquement synthétisé dans ce morceau qui s'appelle Beige et crasseux, qui, alors si ça vous fait comme moi, la première écoute ça devrait aller, vous vous dites, bon, ça va, et puis en fait, on le réécoute une deuxième fois, et après on l'a en tête pendant 1, 2, 3 semaines. Voilà, donc on écoute Beige et crasseux, c'est de RA, et c'est sur l'album Mes peluches sont belles, là. Bulle de rêve toujours. Alors juste une petite chose avant qu'on vous désannonce tout ça et qu'on vous parle de tout ça. Il y a monsieur tout à l'heure, on était au bar, on vous dit tout, et qui est venu vers nous, qui a dit il y a un concert tout à l'heure à propos autour de la commune. Est-ce que vous pouvez venir? On a dit on est à Radio Libertaire pour on est à l'émission. Donc il a dit bon voilà, donc je vous l'annonce quand même, il avait l'air très gentil ce monsieur, et puis bon, c'est sur la commune, donc voilà. Donc c'est 2 concerts, il y en a qui commencent à 18h là à Olympe de Gouges, donc juste à côté 15 rue Merlin pour celles qui connaissent Métro Voltaire, et demain le 22 mai à 15h, salle des fêtes de la mairie à la mairie de Montreuil, donc un place Jean Jaurès, et c'est donc autour de la commune, donc de Paris bien sûr, 1171. C'est 2 chorales populaires de Lyon, Peuple et chansons de Brest, chorale populaire de Paris, il y a 120 choristes. Donc ça doit être assez impressionnant d'entendre ça. Et donc voilà, il n'y a pas... Entrée libre en plus. Donc voilà, allez-y, ça nous a été donné. Voilà, donc on a dit qu'on donnait ça. Mais n'allez pas maintenant. Écoutez notre émission, non, ce que vous voulez, évidemment. Antoine, on a écouté un premier morceau et on a écouté un second morceau. Alors, je ne sais pas si tu sais qui est le compositeur. Ah non. Alain Goraguer. Donc ça, c'est le nom du compositeur important qui travaille avec Gainsbourg aussi, etc. Et c'était une musique de extrait de la bande originale de La Planète Sauvage, de René Laloux et scénarisé, voilà, en tout cas Roland Topor, évidemment. J'étais en train de chercher si c'était scénarisé ou co-réalisé. Son graphisme, c'est pas marqué co-réalisé comme pour les escargots ou d'autres, mais je pense qu'il devait quand même être... Je pense que c'est un duo qui fonctionnait bien ensemble. Souvent présent, ouais, tout à fait. Alors pourquoi on a écouté et on voulait commencer par ça parce qu'au générique de Bye Bye Elida, on retrouve une longue liste d'artistes, et dont des cinéastes d'animation comme alors je cite pas tout le monde, mais dont Masaki Yuasa et René Laloux. Et c'est assez rare en animation quand même d'avoir une filiation qui est aussi revendiquée en tout cas, et qui fait sens en plus quand on voit le film, parce que on le verra en discutant, mais on y retrouve ces 2 univers-là. Et du coup, je voulais démarrer en te demandant quelle place prend le cinéma des autres dans ta création. Est-ce que tu regardes des films pendant que tu fais les films? Est-ce que tu en regardes avant et puis après tu te mets à écrire? Comment ça se passe? Je regarde pas forcément des films en faisant mes films, mais je regarde beaucoup avant. Et puis surtout, j'ai l'impression de beaucoup penser à d'autres réalisateurs et réalisatrices pendant que je fais mes films. Et là, sur Bye Bye Elida, vu qu'il y avait ça a été un marathon de fabrication de 1 an, il y avait un peu j'avais des symboles dans ma tête. Enfin voilà, j'avais des symboles soit du cinéma, comme ceux que tu as cités, aussi du cinéma, il y avait Jodorowsky par exemple, ou alors Marcel Storr ou le Facteur Cheval, en fait, qui sont plus du coup des personnalités qui sont
qui étaient des références sur l'aspect volonté artistique et d'y aller tête bêche et de pas se poser de questions. Enfin voilà, donc du coup c'est des petites cartes postales et des petites phrases qui sont accrochées au-dessus de mon bureau et qui font que je me dis allez, on tient bon et on y va quoi. Et puis enfin je sais pas, j'avais envie de les mettre au générique, j'avais l'impression qu'il m'avait suivi pendant ce projet-là et donc j'avais envie de le noter à la fin. Et oui, du coup, oui, ils te suivent dans. Ça t'aide à avoir des idées ou pas du tout. Enfin, est-ce que tu vas chercher des choses Ça dépend. En fait, souvent, ça me dirige. Enfin, ça va m'apporter des choses sur des points précis. Il y a des films où je vais me dire. Voilà, c'est pas du tout mon univers, mais il y a une ambiance. Enfin, il y a une recherche d'ambiance que je trouve géniale. Ou Jodorowsky, par exemple, c'est des films que je trouve fascinants, mais que je trouve aussi très élitistes et très difficiles à regarder. Et c'est pas du tout mes films préférés. Mais je sais que quand j'avais découvert ces films, enfin j'avais eu un choc de me dire mais on peut vraiment aller aussi loin que ça, enfin il y a le droit, enfin tu vois, d'un coup ça ouvre d'autres portes quoi, et c'est principalement là-dessus. Après sur les références d'animation, ça va être plus sur de la technique ou du graphisme ou enfin ouais, René Laloux, c'est à plein de niveaux de toute façon. En fait, je pose la question parce que enfin pour être plus précis, il y a c'est pour demander aussi comment ça se passe, si c'est de l'ordre du conscient ou de l'inconscient, parce qu'il y a des emprunts. Enfin, vraiment, une des façons de décrire Bye Bye Elida pour moi, ça pourrait être René Laloux rencontre la mise en scène de Yuasa, ou en tout cas de la Japanime. Et du coup, c'était savoir est-ce que c'est quelque chose qui est qui est faite de manière consciente ou c'est juste le fait de baigner dans ces références qui amène à ça. Je pense que c'est assez conscient quand même. Mais j'ai aussi l'impression que plus il y a de références, plus ça se dilue en fait. Moins ça devient... moins la référence est claire. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais je sais que même pour les designs, je m'inspire énormément soit d'art africain ou d'art inuit ou de yokai japonais. Enfin, en fait, c'est marrant souvent quand on parle de film, on dit on reconnaît bien l'art précolombien, ou enfin en fait à chaque fois on va me dire quelque chose de différent quoi. Et c'est quelque chose qui me plaît assez, le fait que ça se place entre plein de choses où on comprend que c'est pas venu de nulle part, mais en même temps on peut pas clairement l'affilier à une chose précise. Ouais, mais c'est super important. Alors je vais aller plus loin encore qu'Antoine. D'abord, je vais lire tous les noms. Tous les noms, qu'il y a. Non, parce parce qu'il y a même un sculpteur qui est... Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je vais d'abord lire les noms et je vais dire ça va loin parce que, normalement, en animation, vous avez du mal à parler des références. Souvent, même quand on vous donne des références, il y a un côté un peu... Ah bon, non, j'ai pas piqué, hein, je te promets. Il y a tellement cette angoisse. Je jure, je connais pas. Oui, c'est ça. Peut-être... Ouais, j'ai vu ça quand j'avais 12 ans et demi, je crois, mon père m'a montré ça. Et toi, tu cites, et c'est super intéressant, donc Ferdinand Cheval, donc le fameux facteur Cheval, on verra qu'il a déjà croisé ta filmographie dans un petit exercice que tu as fait, donc le fameux qui a créé son palais idéal, même son tombeau. Marcel Storr, j'avoue que je ne connaissais pas, 1911-1976, j'ai même pris les dates, dessinateur français qui fait des édifices assez monumentaux, qui a une vie visiblement très... Qui était un éboueur, je crois qu'il était éboueur à Paris. Et il a passé toute sa vie dans son coin secrètement à faire des peintures pour imaginer les cathédrales du futur. Et le résultat est incroyable parce que c'est blindé de détails et du coup ça fait des images qui ont une force que je trouve qui pareil sont quand même très loin. Moi j'ai un univers qui est quand même très épuré et lui c'est vraiment l'opposé de tout ça, mais je me retrouve bien là-dedans. Ouais. On va revenir là-dessus parce qu'en effet Constantin Brancusi, mon sculpteur Brancusi, donc ça on peut rester dans ton univers justement un peu plus simple. Oscar Schlemmer qui est un peintre, décorateur, scénographe, il fait plein de choses, notamment il intègre le Bauhaus en tant que prof. Alors c'est intéressant parce qu'on regarde, c'est à la fois futuriste, constructivisme, mais on le met aussi un peu dans le surréalisme. Donc quelqu'un qui dépasse les frontières aussi, qui a un petit peu de mal, pareil qu'en fait Yuichi Yokoyama, mangaka, donc c'est intéressant parce qu'on pourra en reparler pour toi, peintre, et qui dit qu'il est devenu mangaka pour dessiner le temps. Trop bien, je connaissais pas cette phrase. Voilà, et je trouve que ça correspond bien aussi par rapport à ça. Pareil, c'est très chargé. Comme image. Masaki Yuasa, Antoine t'en a parlé, très chargé aussi. Moebius,
qui est quand même aussi assez charré. Il y a mais en tout cas plein de détails que t'as pas forcément. Je pense que Jodorowsky t'en a parlé, René Laloux, et voilà. Donc c'est tous les gens comme ça qui t'ont inspiré. J'ai l'impression sont pas complètement non plus dans ton univers, mais c'est comme si, comme l'a dit très bien Antoine, tu prenais à droite à gauche des choses et et puis en plus enfin moi je pense que si je faisais de l'illustration je ferais des images beaucoup plus chargées, mais le fait est que je décide de faire les films souvent tout seul ou presque, et donc en fait ça limite énormément ce qu'on peut faire en animation, et donc c'est aussi un graphisme qui s'est adapté à la manière dont j'allais les faire. Donc j'aime bien cet aspect très épuré, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vient aussi de la technique, enfin de l'aspect animé, quoi, de devoir faire dessin par dessin. Ouais, parce que quand on regarde ton premier, alors, on va remonter, même si tu ne t'en pas forcément, mais on va remonter à Rendez-vous, qui est ton film dans de DMA, où en effet là on a quelque chose de plus, on verra, thématique qui s'en éloigne pas, t'as quand même des choses qui se recoupent, mais en tout cas c'est un marin, un pirate pardon, et une sirène, et là par contre t'as plus de décors, t'as plus déjà. C'était quoi? C'est des débuts, il faut pas impressionner, mais il faut montrer le plus possible, ou il y avait un peu ce truc-là. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de références, mais il y en avait beaucoup moins, et donc du coup je trouve que je les trouve beaucoup plus obvious, quoi. Enfin, on voit le UPA, on voit. Je regardais beaucoup les films de Folimage à ce moment-là. Enfin voilà, il y avait quand même des références qui étaient assez marquées. Et puis vu que c'était le premier film, il y avait un peu une volonté de je sais pas comment dire, que ce film il plaise à mes petits frères, petites sœurs, à mes parents, à mes grands-parents, enfin voilà, de montrer que les gens ils se disent c'est cool, c'est mignon, enfin voilà, il y avait un peu ça, quoi, chose que j'ai un peu lâché au fur et à mesure. Et on y passe parce qu'on découvre d'autres artistes, ou parce que justement tu te fais confiance et on y passe à ces références là, tu veux dire? Comment est-ce qu'on passe à tes films suivants qui justement arrivent à s'en détacher? Je sais pas, je pense que c'est aussi en grandissant, enfin en vieillissant, quoi. Il y a des choses qui nous marquent énormément à une période, et puis tu sais pas pourquoi au bout d'un moment tu les as un peu, que tu les aies exploités dans ton travail ou pas, mais tu les as un peu essorés, ou ça te fait moins des papillons dans le ventre, quoi. Mais donc du coup ça évolue au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ce film là c'était première approche de l'animation, quoi, et j'avais fait un stage de fin de première année de DMH chez Je suis bien content à Paris. À l'époque, c'était sur le pilote de Avril et le monde triqué. Il y a quelques années déjà. Mais je me souviens que j'avais profité de ce stage pour me renseigner un maximum sur toutes les étapes d'un film, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'il fallait pas calculer des quotas, j'en étais pas jusque là, mais de savoir combien de temps il faut pour faire ça. Enfin voilà, j'avais déjà commencé à faire un peu des pré-étapes de planning et d'organisation pour pouvoir réussir à faire les choses dans les temps. Et mais c'était super, moi j'avais adoré cette... Et donc juste Antoine, juste donc quand tu vas vers tous ces créateurs, juste pour revenir là sur les créateurs, quand tu vas, c'est déjà à l'époque, tu parles donc du PF Folimage, tu avais déjà l'envie d'être réel, parce que quand on regarde, c'est des gens qui sont dans la création directe, c'est des sculpteurs, et même souvent assez directs. Alors, à part Yuasa peut-être, qui a toute une équipe, mais Jodorowsky, même Laloux, même s'il n'était pas animateur, était quand même présent et tout. Parce qu'il y a cette envie dès le départ. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Je suis bien content, l'idée que tu t'intéresses même déjà un peu à la production. Il y a déjà l'idée de... Ouais, je pense qu'il y avait une volonté, je pense, dès le début d'essayer de mettre en place ce que j'avais clairement dans la tête. Et en fait la pratique artistique que j'avais commencé avant l'animation, c'était le graffiti. Et donc il y avait quand même déjà cette volonté de trouver ton univers à toi, tes codes graphiques à toi. Bon, après c'est au sein d'un collectif, donc il y a aussi tout un effet de groupe qui joue, mais il y a... ça va quand même, enfin ça a amené les prémices d'un côté ego trip de réalisateur, enfin voilà, de se dire faut que je puisse montrer ce que j'ai dans la tête, quoi. Ça avait un peu lancé ça en tout cas. Antoine? Et il y a sur ce parcours justement, il y a un truc qui me fascine, c'est qu'il y a... C'est un parcours vraiment de prise de liberté, enfin de plus en plus, et c'est amusant parce que ça se voit pour moi dans des éléments de mise en scène aussi. Il y a dans les premiers films, il y a
pas mal de caméras posées, les cadres bougent pas beaucoup, et puis plus ça va, plus un dépouillement à certains niveaux de mise en scène permet d'aller plus loin, justement dans des histoires de cadrage, dans des histoires de... Ouais. C'est ça, hein. Franchement, de plus en plus, vu que tous les films se passent dans le désert en plus, au final, faire une caméra animée dans le désert, c'est pas plus compliqué. Enfin, tu vois, il y a pas une ville à animer, quoi. Donc ça se fait quand même très simplement. Et donc c'est vrai que j'aime bien me permettre des petits moments de folie comme ça un peu. Ça, c'est aussi des choses qui viennent du travail avec Benoît Chieux que j'avais rencontré après La Poudrière, et qui lui avait justement cet aspect amener des petites folies un peu dans la mise en scène. On peut en parler parce qu'on sent aussi, c'est amusant, mais moi il y a des plans de Bye Bye Alida qui m'évoquent un tout petit peu le Jardin de Minuit, dans des installations de rochers. Enfin, il y a toute une séquence dans les rochers là, qui évoque vraiment le travail de Benoît. Et puis vous collaborez. Ouais. Et c'est est-ce que c'est en le rencontrant que vous êtes retrouvés, vous avez commencé à travailler ensemble et construit ce truc-là de mise en scène, ou est-ce que vous avez beaucoup collaboré même avant On a commencé, en fait, mon premier travail en sortant de La Poudrière, c'était assistant animateur sur le premier pilote de Sirocco, qui était un autre scénario avec d'autres personnages. Et donc jusqu'à le long métrage que Benoît Chieux est en train de réaliser en ce moment, ouais. Et donc en fait on s'était déjà rencontrés autour de cet univers un peu psychédélique et tout ça, et puis au fur et à mesure des années ça a continué. Il a réalisé plusieurs films. En fait, j'ai travaillé sur quasiment tous les courts-métrages qu'il a fait pendant les 10 dernières années, sauf Cœur fondant qui lui est en volume. Mais il y a eu Les Tigres à la queue leu-leu, il y a eu Le Jardin de Minuit, et en fait Benoît après, c'est pas forcément une atmosphère qu'on a construit ensemble, hein, parce que lui, ça faisait longtemps qu'il était dedans et dans ces réflexions-là, et qu'il avait une longueur d'avance très longue. En même temps, c'est vrai, et en même temps, c'est pour en avoir discuté aussi un petit peu avec lui. C'est amusant parce qu'il y a aussi dans son cinéma une prise de liberté. Ouais. Au même moment, en fait, au moment où vous commencez à collaborer, il y a eu une prise de liberté de lâcher de la narration. Enfin, Le Jardin de Minuit, ça prend beaucoup de liberté avec la narration pour quelqu'un qui était chez Folimage, a beaucoup travaillé sur des choses très construites. Et pareil, qui découvre le festival de Clermont-Ferrand à peu près à cette période-là, et découvre un cinéma très expérimental qui l'intéresse. Ouais. Et donc c'est pour ça que je posais la question de est-ce que ça s'était construit ensemble, parce qu'il y a une recherche vers comment est-ce que en dépouillant certains aspects de la mise en scène, on arrive à une plus grande richesse à d'autres endroits. Et puis je pense que lui, en fait, ce qui nous a regroupé, c'est qu'il y avait en tout cas cette énergie et cette curiosité justement sur le fait de chercher un peu des choses, chercher des références aussi énormément. On passe beaucoup de temps à se dire attends, t'as pas vu ça, mais attends, regarde ça. Enfin, j'ai retrouvé un vieux film des années 50 obscur que personne n'a jamais vu là. Et donc on partage. C'est par période, mais on partage beaucoup de références comme ça, et on sent que oui, il y a une volonté de creuser, de trouver d'autres choses, d'autres formules, et je trouve que ça se sent même dans les films de Benoît au fur et à mesure, entre Les Tigres à la queue leu-leu, puis Le Jardin de Minuit, et puis moi là, le fait de travailler sur son long métrage Sirocco qui se fait en ce moment, je vois les conclusions qu'il a tirées des films d'avant aussi. Enfin, en tout cas, on sent que c'est une réflexion qui avance au fur et à mesure. Et je vois même déjà les conclusions qu'il va tirer pour la suite là, du fait de travailler sur un long métrage. Mais donc c'est quelque chose qui est assez, c'est un ping-pong que je trouve hyper stimulant et qui nous fait aussi du bien, parce que je pense qu'on est deux générations différentes, et où lui il a connu une période d'animation que moi j'ai pas connue, et moi je fais partie d'une génération qui est arrivée après, donc on a aussi plein de choses à échanger et un point de vue différent, et je pense qu'on se complète pas mal là-dessus. Ouais. C'est important ces relations humaines dans ta création? Oui, c'est quand même assez important. Je sais pas trop en fait quoi dire, parce que spontanément j'ai envie de dire oui, et en même temps je fais mes films quasiment tout seul, donc du coup je sais pas trop. Est-ce qu'il y a
ma question était, est-ce qu'il y a presque deux personnages? Il y a le réalisateur d'un côté et il y a la personne sociale de l'autre. Il y a l'être humain, voilà, de l'autre côté, et que les deux se séparent à un moment donné. Je sais pas. En vrai, si les films que je faisais arrivaient à trouver de l'argent plus facilement, je serais hyper content de les faire avec de l'argent et d'embaucher les copains pour le faire. Hein. C'est pas du tout une volonté de me dire non, il est hors de question qu'on touche à mes plans. Et sur Bye Bye Elida, il y a plusieurs personnes qui ont fait de l'anime dessus, qui m'ont aidé à l'anime. Et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, ça a amené une autre énergie. Et puis, le fait de devoir formuler ce que j'ai dans la tête. Et enfin, voilà, moi, j'adore cet exercice. Hein. Mais donc, c'est d'embaucher des potes. Donc, ouais, les gens qui sont à côté. Donc, on revient, finalement, il n'y a pas cette séparation entre le créateur non, et ouais, l'être humain. Finalement, c'est les potes. Tu dis pas forcément, tiens, j'ai envie de... Je demanderais, pardon, parce que je ne connaissais pas, Yokoyama, par exemple, si on pouvait travailler ensemble, tu ne cherches pas forcément à aller, tu dis, tiens, déjà, je vais prendre dans mes... Bah, il y a eu une piste de travail avec lui, où... Tout à fait, ouais. Où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Yuichi Yokoyama, il a commencé donc il y a un mangaka japonais, il a commencé à être connu en France avant d'être connu au Japon. Enfin, il a d'abord percé par la rencontre avec un éditeur français des éditions Matière, qui sont basées à Paris, je crois, et qui est quelqu'un qui vient et de l'édition et du fanzine en même temps, enfin voilà, qui avait cette double casquette et qui a commencé à l'éditer. Et puis ça a marché ici, et puis dans d'autres pays, et puis finalement au Japon maintenant c'est un peu devenu une star et tout ça. Et j'avais entendu dire par un copain qui était édité chez eux qu'il commençait, enfin il avait entendu d'un coin de l'oreille que ça parlait d'éventuellement de lancer un projet d'animation tiré de cet univers-là. Et moi c'est un truc auquel j'avais déjà réfléchi plusieurs fois et je m'étais dit oh là là, mais s'ils le font, il est hors de question que j'en fasse pas partie. Et donc je m'étais dit comment est-ce que je peux être convaincant. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là j'habitais en Angoulême, j'avais du temps de chômage devant moi, donc je me suis dit vas-y, je prends ces BD, je choisis des plans, je choisis des vignettes qui m'intéresseraient à animer, puis j'en fais un espèce de mini teaser de 30 secondes pour envoyer à l'éditeur en disant voilà, je suis d'accord qu'il y a un truc à faire et si vous voulez le faire, j'ai déjà des pistes de réflexion. Et l'éditeur n'avait rien prévu à la base. Et en fait non, mais en fait du coup j'ai rencontré l'éditeur qui dit ah oui mais on avait évoqué l'idée comme ça rapidement, mais ça non, il y a rien de lancé quoi. Mais donc ce teaser là lui a été envoyé, il a trouvé ça super en disant que voilà, enfin il disait qu'il m'invitait à continuer les pistes de travail là-dessus. Sauf que moi j'avais dit bah ce qui m'intéresse c'est pas juste de prendre une de ces BD et d'en faire quelque chose, ce serait d'écrire un truc avec lui, de voir qu'est-ce que le mouvement pourrait amener qu'il peut pas forcément faire en CBD, ou enfin voilà, de trouver une autre manière d'exploiter son univers. Et en plus il s'est trouvé que je connaissais déjà sa traductrice française qui était une amie à lui. Et donc il était prévu que j'aille au Japon pour le rencontrer éventuellement en 2020. Voilà suite moindre. Et puis gros Covid, et donc du coup pas de voyage au Japon, mais après ça reste dans un coin de la tête quoi. Ça s'est pas fait, mais peut-être un jour on verra. Alors on va faire une première pause. On va passer un morceau qui aurait pu être l'album du mois, mais c'est tout en moins qu'est l'album du mois, donc ça commence à bien faire. C'était normal qu'Antoine aussi récupère un petit peu. Archive, grand groupe, en tout cas voilà, qui peut mélanger pop, progressif, etc. Vient de sortir un nouvel album, son 12e album studio, Call, avec un très beau titre, Call to Arms and Angels, 2 CD de 17 titres. Alors malheureusement, on fera ça qu'en fin d'émission, leurs vrais morceaux les plus beaux sont de 10 à 15 minutes. On pouvait pas passer, donc j'ai décidé de prendre un morceau qui est un peu plus court, qui s'appelle Numbers, un peu énervé, vous allez voir. Le début commence par il y a quelque chose en toi que je n'aime vraiment pas. Il y a quelque chose en toi qui me donne envie de mordre. Darius Keller, qui est l'un des membres du fondateur de ce groupe, dit qu'ils ont fait ce livre, cet album-là, comme beaucoup de gens. Il y avait le Covid, il y avait Trump, il n'y avait pas encore l'Ukraine et tout ça. Il dit voilà, on a fait ça avec cette énergie. Il y a des fois, ça peut donner d'énergie, ce genre de choses. Et il dit parce que même, il dit, on a l'impression qu'aujourd'hui il y a de la lumière au bout du tunnel, qu'elle arrive, mais en fait, dans la lumière, même à l'intérieur de cette lumière, il y a toujours de l'ombre qui peut toujours arriver. C'est un peu
voilà le côté optimiste, pessimiste que peut avoir Archive et qui seront en concert à l'automne. On écoute Numbers. Et voilà, on était parti dans complètement autre chose, donc nous revenons. Bulle de rêve, bien évidemment, Radio Libertaire. Je suis avec Nicolas, merci beaucoup derrière les manettes, bien sûr, et Antoine et Titouan Bordeaux qui est notre invité. Antoine, on t'écoute. Je voulais qu'on poursuive encore, on a déjà un peu commencé, mais sur la mise en scène du film, de Bye Bye Elida, donc le dernier, qui m'a beaucoup marqué à plein d'égards, mais une des choses là en le revoyant qui m'a marqué et que j'avais pas forcément, je crois, perçu au premier, c'est qu'il y a des écrans noirs pour les transitions avec du silence. Et je me suis demandé à quel moment tu avais fait ces choix, comment ça s'était passé, et puis en fait plus largement c'est une mise en scène qui c'est marrant, le film il est passé dans une sélection expérimentale à Rennes. C'est une mise en scène qui pour moi fait très attention aux spectateurs, et tout à l'heure tu disais d'ailleurs des films de Jodorowsky que c'était des films élitistes. Je me demandais dans quelle mesure ça prenait aussi une part dans ce processus-là, c'est-à-dire de laisser le temps aux spectateurs de digérer ce qu'il vient de voir pour passer à autre chose. Ouais, en tout cas, c'est vrai que la compétition expérimentale à Rennes, ils m'ont dit que c'était principalement à cause de la durée, au final, que c'était difficile de le mettre en compétition. Après, sur la manière dont ça s'est écrit, dont ça s'est composé, j'ai pas forcément, je revendique pas forcément le fait de vouloir faire quelque chose d'expérimental et de radical et de choquer. Enfin, j'ai pas ce truc de vouloir choquer, mais je crois qu'avec ce film-là, il y avait un peu une éloge à la lenteur, quoi. Enfin voilà, un envie de redescendre un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en film d'animation. Au final, vu qu'on sait que les secondes sont compliquées à fabriquer, on fait pas des secondes qui traînent à l'infini, on fait pas des plans trop longs. Enfin voilà, on a tendance à vouloir avoir un rythme assez soutenu. Et comment dire, et j'ai un peu l'impression que le rythme soutenu, c'est pas forcément une solution dans la vie en général, même pour la planète. Enfin, j'ai l'impression que revenir à une forme de lenteur et au fait de juste regarder les choses qui passent, et enfin voilà, de prendre le temps. C'est pour ça que tu parlais du temps tout à l'heure, Alexis, c'est marrant, mais il y avait vraiment ce truc de prendre le temps de regarder le film. Donc c'est principalement comme ça qu'il s'est construit. Et en fait, je sais pas si c'était très clair, mais je posais la question. Justement, je trouve que le film est pas radical et que même à plein d'égards, il fait très attention justement à accompagner le spectateur. Je me demandais aussi, en faisant le film tout seul, comment est-ce que tu construis ce truc-là ? Est-ce que tu montres le film, par exemple, en cours de fabrication à des gens Sur l'animatique, ouais, beaucoup. Après, l'animatique, moi je sais qu'en général, quand je fais les animatiques, je mets pas de son dessus. Parce que ça m'amuse pas trop, puis en fait, vu que j'ai pas forcément besoin de vendre le film avec l'animatique, j'ai dans la tête un peu le rythme qu'il faut que ça ait. Et donc là, pour Bye Bye Elida, j'avais une animatique de 35 minutes sans un seul son, donc c'est quand même un peu austère à regarder. Mais mince, j'ai encore oublié la question. C'était est-ce que justement tu tu fais des allers-retours. En fait, est-ce que tu fais des allers-retours justement pour se dire, est-ce que à quel moment je perds les gens ou pas ? Parce qu'on dirait, en voyant le film, il y a une grosse attention qui est portée à nous garder dedans. C'est pas un film austère du tout. Non, carrément. Mais je fais pas mal d'allers-retours. J'en ai fait beaucoup avec Ariane, ma copine, qui a un avis en général assez tranché sur les choses et qui réalise aussi des films, mais dans un univers assez loin du mien, donc c'est aussi intéressant d'avoir un avis de quelqu'un qui est pas forcément dans de la science-fiction étrange. Et puis autrement avec Jean Boutor des astronautes, avec Benoît Chieux, je demande souvent, ça m'arrive de demander des avis. Après, en général, en tout cas pour celui-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plusieurs versions d'animatique, j'ai changé pas mal de choses, où je sentais qu'il y avait un équilibre, comme tu disais, à trouver, tu vois, où il fallait qu'on ait cette lenteur, mais pas abandonner le spectateur non plus. Fallait que ce soit un film lent, mais pas chiant, quoi. Fallait trouver l'équilibre entre les deux. Et par contre, une fois que j'ai calé l'animatique et que j'avais eu des retours, que j'avais ajusté le truc et que j'étais content, je l'ai fabriqué vraiment tête bêche, quoi. Je me suis plus posé de questions en me disant
une fois que je commence à faire l'animation, je me pose plus la question de savoir est-ce que la mise en scène elle est bien, est-ce que machin, je rentre dans de la fabrication et je vais au bout du truc. Et voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est rigolo parce que là vous parlez d'élitiste, vous parlez de compliqué, etc. Moi j'ai l'impression que... Alors c'est mon impression, il y a sûrement des gens qui sont malades, qu'en fait personne ne veut faire des films forcément compliqués et que chacun fait des films finalement comme ils ont envie ou elles ont envie de les faire. Et c'est intéressant parce que finalement, moi il y a des gens qui m'ont dit Babyliss, ce qui me paraît étonnant, en disant oh là là, c'est un peu lent, des gens qui aiment bien pourtant les films lents, et on en parlait un petit peu, je pense qu'il faut rentrer dans un univers, et là où je suis d'accord avec toi par contre, c'est qu'on a l'impression, et je sais pas comment le montage est fait, enfin le montage, mais on a l'impression que t'essayes d'aller jusqu'au bout du plan. Est-ce que toi, à un moment donné, tu dis, oh là, ça devient ennuyeux, toi, c'est-à-dire même pas forcément écouter Jean Poutors, Benoît Chuet, etc. Mais toi, d'un seul coup, t'es obligé de dire, ok, là, je m'ennuie. Parce que je trouve que c'est très bien réussi de se dire, à un moment donné, il y a des fois, je me dis, oh là, il va aller. Et puis, hop, tu coupes, juste au bon moment. Donc, je me demandais comment t'avais travaillé ça. Bah, je l'avais travaillé, je saurais pas forcément dire. C'est instinctif, t'as l'impression que... c'est quand même un peu à l'instinct, Et puis, il y a des choses où, enfin, en re-regardant beaucoup, je sais que vu que je travaille, comme tu dis, à l'instinct, j'aime bien faire une première version de l'animatique, et puis, ou alors une séquence sur une séquence, je fais une première version, et presque je la re-regarde pas direct, je la time en direct, et après je la mets de côté, et puis j'en fais d'autres, et puis après je regarde la première et je vais me dire, oh là c'est un peu lent, là c'est un peu tout ça, et je vais ajuster au fur et à mesure. Après, une des choses que, par rapport à la narration, à la lenteur, et tu parlais aussi tout à l'heure, Antoine, des écrans noirs entre les séquences. Du coup, il y a cette structure sur le film de film choral, quoi. Enfin, là, d'avoir des scénettes qui reviennent, et au fur et à mesure, tu comprends un peu la mécanisme et comment les personnages se croisent. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui, des fois, peut perdre les spectateurs. C'est que moi, j'avais envie que les gens, ils le regardent et qu'ils se mettent dans une lenteur et de se dire, je regarde ce qui se passe et je cherche pas à comprendre. Et en même temps, j'ai l'impression que le fait de sélectionner les tranches de vie que je vais montrer, on se dit, mais attends, s'il me montre celle-là plutôt qu'une autre, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, j'ai pas mal réfléchi à ça, notamment par rapport au film de Jonathan Job Nkondo, qui alors je sais plus s'il est à Lille, à Londres ou à Bruxelles maintenant, vu qu'il est difficile à suivre, mais on en a discuté plusieurs fois, et lui, dans ses films, il arrive à avoir ça, il arrive à avoir quelque chose du quotidien, où en fait tu vas suivre l'action sans te poser de questions, et ça va se terminer, tu vas dire c'est marrant, j'ai passé un bon moment, mais il y a pas dans ces films, on se demande pas, on se dit pas tiens, j'ai pas compris à la fin, quoi. Sauf que toi t'as quelque chose d'autre, et tu l'as très bien dit, et je pense qu'on peut vraiment s'arrêter aussi à un moment donné, parce que ça m'intéresse, et je pense que ça nous intéresse, c'est la lenteur, c'est prendre son temps, et que la plupart des gens, et que aussi bien Jonathan, tous les gens souvent sont assez speed dans les films, et que toi il y a un moment donné, et qui me fait penser, alors je suis désolé, c'est un peu simple, mais c'est un peu si on prenait Planète après Planète, donc ton film de fin d'études, avec ces canards qui regardent tranquillement et qui regardent les choses qui se passent autour d'eux sans vraiment on sait pas s'ils comprennent pas ou pas d'ailleurs, mais j'ai l'impression moi d'être un peu, en le revoyant un peu le canard, en regardant et juste me dire ok, cool, je regarde quelque chose, et il y a un gigantesque trip, mais qui est pas forcément d'ailleurs qu'un trip, ça peut être voyage tout simplement, c'est pas. Et j'avais l'impression de ça, et ça c'est rare, tu l'as dit, et c'est rare, Antoine l'a dit, en animation, juste de se dire, on va prendre son temps, on va voir ces petits trucs. Juste, on vous a pas résumé le film, parce qu'il est difficilement résumable, on va dire. Vous pouvez regarder sur le Vimeo de Titouan Bordeaux, BORDEAU, et il y a un Tumblr et il y a un Vimeo, et vous trouverez mais comme ça vous allez voir aussi un peu l'esthétique. Donc voilà, pour poser une question, cette lenteur, tu l'as dit, c'était voulu, cette idée de travailler le temps, c'est quelque chose qui pour toi est presque, comme tu l'as dit, une philosophie de vie, c'est-à-dire d'un seul coup de calmer les choses. Philosophie de vie, oui. Je pense que je l'applique pas très bien forcément dans ma vie, puisqu'au final j'ai un peu l'impression d'être un boulimique de travail et de passer beaucoup de temps à faire mille choses, mais en tout cas j'aimerais bien tendre vers ça, vers plus de lenteur, plus de des choses plus simples, quoi. Et en fait j'ai l'impression que dans l'animation, il y a forcément cette idée de rythme, et j'ai l'impression qu'il accélère d'année en année. Enfin, quand on regarde l'évolution du cinéma d'animation au fur et à mesure, on sent que les rythmes s'intensifient, et j'ai l'impression qu'il faut essayer de proposer un peu l'inverse, quoi. Voilà. Antoine, toujours sur la mise en scène ? Alors, je relis mes notes. Sinon, j'ai d'autres mots aussi. Non.
Oui, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais je voulais y revenir parce que d'en avoir déjà discuté précédemment avec toi, je sais que c'est quelque chose d'important. On a dit, il y a des choix d'absence, il y a pas de parole, par exemple, où il y a des choix d'épurer certaines choses, comme le graphisme, etc. Et je voulais savoir, que tu nous parles un peu de comment tu travailles avec la contrainte, c'est-à-dire de cette idée de choisir, de définir un cadre contraint avant, et comment est-ce que ça permettait de créer des choses. Bah moi je travaille que avec la contrainte. Enfin en tout cas pour mes projets personnels, je sais que je cherche des contraintes. Enfin je me rends compte que même là quand je réfléchis à mes prochains films, bon après c'est du coup des automatismes qui reviennent, mais je me dis bon ok on est dans le désert, il se passe quoi. Enfin en fait au bout d'un moment ça devient des choses et je me mets des contraintes soit de personnages, soit d'atmosphère, mais enfin voilà en tout cas j'ai besoin d'avoir des piliers. Et sur la technique, c'est aussi pareil. Enfin, je sais que là, pour Bye Bye Elida, comment le dire, en gros, je travaillais sur le scénario du film en même temps que je travaillais sur Vanille de Guillaume Laurin en tant qu'animateur. Et quand j'ai terminé, j'ai ouvert mes droits de chômage le 1er avril et je me suis dit... ok, j'ai du chômage là pour 1 an, donc j'ai jusqu'au 1er avril de l'année prochaine pour finir le film. Et donc après voilà je savais pas enfin voilà j'avais juste cette date là, et après j'ai toujours comme je disais tout à l'heure fait un peu mes petits calculs en disant voilà combien j'ai de jours dans l'année, si je pense que je prendrais quelques semaines de vacances là, du coup ça fait tant de jours, j'ai tant d'animations à faire, ça veut dire qu'il fallait que je fasse à peu près 12 secondes par jour, et donc après je me suis dit voilà, je fais mes petits calculs de savoir ce que j'ai fait à la fin de la semaine pour savoir si je suis dans les clous ou pas. Mais enfin, même le style d'animation, c'est défini comme ça, quoi. Et je me suis rendu compte que la première séquence que j'ai animée, c'est un peu obscur si on n'a pas vu le film, mais c'est la séquence avec les arbres qui se transforment en moto. Et au début, j'avais beaucoup plus animé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas dans les clous. Donc après, j'ai baissé un peu le truc. Et je suis revenu sur ces plans-là pour moins les animer, histoire que ça détonne pas avec le reste. Donc voilà, j'aime bien être discipliné dans ces moments-là. Ouais. Et en fait, c'est intéressant de voir en fabrication, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce que ça développe des choses par ailleurs. C'est-à-dire qu'on retrouve à certains autres endroits dans la mise en scène Enfin, tu vas gratter plus loin, tout est exploité, le graphisme c'est exploité parce qu'il y a un moment, il y a une fumée qui se transforme, enfin, il y a un personnage qui monte sur un truc dont on dirait que c'est de la fumée, donc c'est quelque chose qui exploite la force du graphisme. J'avais d'autres exemples, il y a tout un travail qui est hyper beau sur la distorsion du temps et de l'espace. Il y a un moment avec l'oiseau totem là qui est à 2 échelles différentes dans un même plan. Il y a l'utilisation de ralenti qui est pas quelque chose qu'on retrouve souvent en animation. Et du coup, voilà, c'était aussi comment est-ce que toi, est-ce que ça te pousse dans des retranchements ça fait que tu te forces justement à trouver des solutions pour que justement on s'ennuie pas. Ouais, après ça c'est des choses de rythme qui se voient au fur et à mesure, mais je sais que la manière dont j'ai réfléchi ce film-là, il y avait en fait c'est souvent des idées de situation. Enfin en fait souvent j'ai un peu l'impression je connais pas de chorégraphe, mais j'ai l'impression de travailler un peu comme un chorégraphe, de me dire tiens je mettrais bien tel mouvement avec tel mouvement, comment est-ce que je peux faire un lien entre les deux. Enfin là j'avais cette idée d'oiseau qui devait être un personnage maladroit dans le film, j'avais des personnages qui font des empilements de cailloux, j'avais des arbres motos, j'avais l'histoire d'un personnage qui essaye de s'intégrer dans un groupe de chenilles, puis quand elle se transforme et qu'elle s'envole, lui il peut pas s'envoler. Enfin, en fait j'avais des mini scénettes comme ça, et après je m'étais dit ok, donc si tout est dans le même univers, comment est-ce que j'arrive à faire le lien et donner une cohérence à tout ça. Et donc c'est quand même très déstructuré comme manière d'écrire, et je me rends compte que là même pour les prochains films il y aura la prochaine idée de film que j'ai en tête, j'ai un personnage qui roule sur une espèce de collerette qu'il a autour du cou, je vais avoir des divinités canards, un vaisseau spatial qui fait une fissure qui s'ouvre dans le ciel. En fait, j'ai des points comme ça, j'aimerais bien qu'il y ait un plongeur. Enfin, en fait,
je sais pas pourquoi, il y a des éléments où je me dis, là, je le sens, là, maintenant. Et du coup, je vais le mettre, mais j'ai pas forcément de propos ou de messages clairs, quoi. Avant de prendre une pause, est-ce que Kon Satoshi, quand il fait ses storyboards, il travaille d'une case à une autre, toujours en réfléchissant et en essayant de faire des liens à l'intérieur même des cases. Et en fait, finalement, comme il le dit, il essaie de pas passer trop de temps sur le traitement, sur les scénarios, il l'est, mais surtout, il passe un temps énorme sur l'animatique, sur le storyboard déjà l'animatique. Toi, toutes ces idées, elles se rejoignent justement à ce moment-là, au moment du visuel, du storyboard. Ouais. Mais ça, justement, enfin, j'en reparle encore une fois, mais ça, c'est Benoît Chieux qui m'a vraiment amené ça. Hein. Ce truc de comment se dirige le regard dans un plan, où est-ce que va être le regard à la fin du plan, et du coup, quand le plan va changer, paf, le regard, il est déjà à un endroit. Enfin, en fait, des histoires de lenteur, d'une caméra qui va se promener, qui revient, quand est-ce que t'amènes un mouvement de caméra. C'était pas forcément des cours théoriques, mais c'est de la discussion, de dire tiens regarde ça, là il y a des trucs chouettes, là il y a machin et tout ça, et cette importance de la mise en scène, moi j'ai l'impression que tout est là, enfin, et sur Bye Bye Lida je me l'étais dit, et là en commençant à travailler sur Sirocco, Benoît il l'a dit aussi, c'est-à-dire que quand il a fallu commencer à fabriquer le film, on a regardé l'animatique et on s'est dit voilà, tout est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là de se dire, une fois que l'animatique elle est complète, le film, on voit déjà ce qu'il est, quoi. Mais je continue, mais c'est intéressant que tu en parles avec Benoît, parce que effectivement, donc il enseigne aussi en école d'animation, et je posais la question de la contrainte parce que je sais que c'est quelqu'un qui se pose la question de se dire comment est-ce qu'on casse la frontalité en anime en se donnant comme contrainte que la ligne d'horizon elle sera pas placée les 3/4 du temps au milieu à plat, et je posais la question de la contrainte aussi pour ça, savoir si tu t'en mettais à d'autres endroits qui sont peut-être moins évidents que l'absence du son ou... L'absence du son là ça s'est fait de manière Enfin, de la parole. De la parole, oui, donc clairement. Le travail il y a un gros travail de son sur ce film-là, quand même. Sur la parole, au début, j'avais écrit une version qui était dialoguée. Parce qu'à la base, ça devait être un long métrage. Bye Bye Lida, je voulais que ce soit un long métrage. Et en fait, j'avais commencé une version dialoguée et j'ai fait les 20 premières minutes d'animatique. Et j'aimais pas le rythme que ça amenait. Enfin, il y avait un truc... j'avais envie qu'on regarde ces personnages comme des animaux, enfin en fait comme si on regardait une fourmilière un peu, quoi. Et d'un coup de les faire parler, ça leur donnait des sentiments humains, et j'avais envie qu'on puisse les comprendre par rapport à la manière dont ils se déplacent et par rapport à ce qu'ils font de leur corps, plus que par rapport à ce qu'ils vont dire ou à leur manière de parler ou aux mots qu'ils utilisent. D'un coup ça m'enlevait un peu le plaisir, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit allez, on entièrement muet, quoi. C'est Après, je sais pas s'il y a d'autres contraintes que je me suis mis. Je pense que il doit y en avoir d'autres, mais qui se font tout seuls dans ma tête. Enfin, comme tu disais, tu vois, sur le graphisme, sur l'épuration des choses, l'épuration des décors. Les décors, typiquement, c'est un truc que je dis souvent, mais je suis pas bon en décor. Donc en fait, je fais des films dans le désert et comme ça résout le problème, quoi. Alors, c'est ça où il y a vraiment un plaisir du désert pour peut-être mettre le personnage, parce que c'est la boutade. En effet, sur facile, je suis pas bon en décor, donc je fais ça. Mais il y a aussi tous tes films. Tu pourrais prendre à un moment donné quelqu'un qui fait tes décors. Ouais. Ça pourrait se passer sur la mer. Comme le premier, quoi. Au final, Rendez-vous, le premier, il est sur la mer, quoi. Et non, mais alors il y a les deux. J'avoue que pour les prochains films, je réfléchis à mettre un peu plus de décors. Parce que j'ai envie je sens que ça peut renouveler un peu la formule que j'ai dans la tête et que j'ai envie d'essayer ça. Mais aussi, je me rends compte que dans les films que je regarde, que ce soit en animation ou en live, j'adore les films dans le désert. En fait, j'adore les éléments verticaux dans un décor horizontal. Je trouve ça trop bien. Et dans les films qui m'ont beaucoup marqué, il y a Jerry, par exemple, quoi, qui m'a Gus Van Sant, qui a quand même aussi un joli propos sur le temps, la lenteur et la marche et la perte de repères, complètement. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, je me rends compte que oui, le désert, ça me fait... c'est sûr que je fais la blague sur le fait de dire que je sais pas faire les décors, mais il y a quand même... c'est quand même un univers qui me touche beaucoup. Ouais. On va faire une petite pause pour après parler des thématiques, justement, arriver sur les thématiques de ton cinéma. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est à toi. Oui.
Je reprends mes notes. Voilà, décidément. Maintenant, Antoine a des notes sur son portable. Avant, non, il avait, mais maintenant... Alors, en plus, c'est très court. Donc, on va écouter un morceau d'un groupe dont... Alors, j'ai commencé à écouter pour la simple et bonne raison que le nom du groupe m'a tout de suite enthousiasmé. Ça s'appelle A Place to Bury Strangers. Voilà. On comprend. Le morceau s'appelle Everything Always Goes Wrong, avec un accent anglais incroyable comme toujours. Et c'est la violence brute. C'est un groupe qui a la réputation d'être un des plus bruyants des États-Unis. Voilà. Et donc une chose est sûre, il joue fort, ça parle au trip, c'est viscéral à souhait. Voilà, on va écouter Everything Always Goes Wrong de A Place to Bury Strangers sur l'album Exploding Head. Comme Titouan laisse des écrans noirs en fait entre deux scènes, je me disais qu'on peut laisser des silences entre la musique et notre parole. C'est plus difficile de laisser le silence en radio parce que d'abord la bande sans fin qui démarre. Alors la bande sans fin va démarrer, mais surtout quand c'est vous qui animez voilà l'émission, il y a des gens qui vous regardent autour en disant qu'est-ce qu'il fait? Alors, moi, ça va au moins, on peut dire. Mais il y a ça. Et j'imagine les auditrices et les éditeurs qui sont en train de faire il y a un problème sur le truc. Donc voilà. Vous êtes bien toujours, si on raconte n'importe quoi, c'est que vous êtes sur Bulle de Rêve. Évidemment, vous écoutez Bulle de Rêve. Et on a la chance d'avoir Titouan Bordeaux. On est ravis d'avoir Titouan Bordeaux avec nous aujourd'hui. Antoine, maintenant on passe. Alors là, on pourrait faire long. On peut pas faire long, mais sur les thématiques de Titouan. C'était ça. C'était ça? C'était pas le son? Ah non. C'était les thématiques. Rappelle-toi, puisque le son, c'est autre chose. Eh bien, ah oui, tout à fait, pardon. C'est lui qui a préparé. Hein. C'est vrai. Non, mais parce que j'avais commencé sur le son, donc ça. Ouais, on a commencé l'émission beaucoup sur la mise en scène, mais je voulais parler un tout petit peu des thématiques du film, parce que en revoyant le film, j'ai pas mal repensé à une interview qu'on avait faite de Boris Sabé, où il disait je fais pas un cinéma militant, mais il n'empêche que mettre en scène des choses naturelles comme dans Rhizome, enfin voilà, des événements naturels, ça dit quand même un petit peu quelque chose. Et je me suis dit qu'on pouvait faire un petit peu une analogie avec Bye Bye Lida, parce que si c'est très compliqué de résumer le film et de raconter de quoi ça parle, on peut dire qu'on voit une nature se développer, différents individus de cette nature d'abord seuls et puis interagir, et puis on se rend compte qu'il y a un espèce d'équilibre qui joint tout ça et qui est un peu précaire. Il y a un écosystème. Il y a un écosystème, il y a des choses qui sont cycliques. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu tout de suite ou pas du tout? Bah en tout cas, j'avais envie dès le début, en réfléchissant à ce projet-là, d'avoir ce côté assez sobre, enfin voilà, d'une nature qui évolue, de pas trop rentrer dans une narration classique, justement, pour ne pas. Ça, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup dans la science-fiction que j'ai pu voir quand j'étais enfant, notamment, ou quand tu vois des images. Du film, tu te dis wow, ça a l'air incroyable, l'univers il a l'air fou, et puis quand tu commences à voir le film, tu te rends compte que à la tête du royaume il y a quand même un roi qui a une fille qui est la princesse, et en fait il y a toujours un peu ce truc de se dire c'est un glaçage d'univers magique et original sur une histoire qui au final est très classique. Et là j'avais envie de revenir d'essayer de revenir à quelque chose de plus naturel, avec pas d'actes gentils, pas d'actes méchants, des personnages qui en mangent d'autres, mais voilà, de dire que ça fait partie de la boucle, quoi. Il y a des gens contents, il y a des gens ensemble, il y a des gens tout seuls, il y a de se dire que voilà, tout ça vit ensemble et ça crée ce monde-là. Et après, je suis d'accord que moi je me suis quand même un peu battu, justement en faisant l'animatique, pour éviter des propos trop clairs. Mais malgré tout, il y a des choses qui ressortent, quoi. Couper un arbre pour le transformer en moto, en fait, ça t'amène vite à des symboles où tu te dis, ok, les ressources, l'énergie, mais je crois que ça me plaît assez, en fait. Et je suis content que tu parles de Boris Lavé, parce que ça fait partie des personnes qui me trottent dans la tête aussi en ce moment, et que je trouve de plus en plus narratif déjà d'une part, et de plus en plus
je sais plus quel mot t'as utilisé tout à l'heure, mais enfin presque comme s'il y avait des revendications dans ces films, quoi. Enfin, au final, je les trouve de plus en plus clairs, ces films, pour moi. Mais c'est intéressant que t'en parles comme ça, parce qu'effectivement il y a des symboles forts, mais moi je trouve que justement ça se place plutôt bien le film, c'est-à-dire que en parlant pas directement, il y a une complexité qui émerge, et puis ça laisse beaucoup de place au spectateur de se raconter un petit peu ce qu'il veut dans cet univers. Et puis surtout que décider de parler un peu d'écologie, de ressources, ou ce genre de thématiques, c'est des thématiques qui sont quand même assez casse-gueule, quoi, où tu peux vite devenir moralisateur et ou réac, ou enfin voilà. Et j'avais pas du tout envie de tomber là-dedans. J'avais envie que ce soit juste une contemplation assez légère. Donc voilà, il fallait trouver cet équilibre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport à la nature. Je sais pas quel est ton rapport à la nature, mais moi j'ai l'impression de juste de voir, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que j'avais pas fait attention que quand l'arbre se transforme en truc, c'est par rapport aux énergies, aux trucs comme ça. Je me dis oui, c'est normal, d'un seul coup il y a peut-être plus de... L'arbre devient le moyen de transport, et il y a quelque chose qui est plus, retrouvons notre place aussi à travers tout cet écosystème, et essayons de trouver notre place, quoi. Finalement c'est... presque assez simple, entre guillemets, justement. Oui, carrément. T'en parlais tout à l'heure, mais il y a un personnage c'est une séquence mimétique, quoi, qui voit des animaux et puis qui se met à se comporter comme c'est ça, ouais. Et donc ça c'est toi, non mais donc c'est toi. J'avais une autre question, mais peut-être qu'il va. Le voyage est important pour toi dans ta vie, et donc est-ce que dans la création, parce que souvent tes films sont des voyages, que ça soit dans l'eau, sur une planète lointaine, dans des déserts, sur une île déserte à un moment donné, avec une base nazie. Je vous laisserai regarder le film, parce que dit comme ça peut paraître étrange. Non, mais il y a toujours cette idée de voyage. J'ai l'impression que le voyage est très important. Et d'ailleurs, pardon, j'arrêterai là, mais c'est intéressant ce que disait Antoine par rapport à la mise en scène. On a l'impression justement, tu fais de plus en plus aussi une mise en scène avec Dimon Camara, où on voyage nous-mêmes, et où on a un déplacement dans l'espace. Sur la notion de voyage, oui, c'est... Là, depuis quelques années, je voyage plus trop, mais il y a eu une période où je voyageais un peu plus, où j'ai été parti notamment au Népal tout seul quand j'avais, je sais plus, 20 ans ou un truc comme ça, pendant plusieurs mois. Et donc il y avait ce sentiment de découverte, d'accepter de se retrouver dans des endroits pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines où de toute façon tu vas pas pouvoir comprendre un seul mot de ce qu'ils te disent, mais tu l'acceptes et t'apprends justement à regarder comment les corps évoluent, et pour comprendre ce qui se passe vraiment. Sur l'aspect rituel aussi, de comprendre les choses qui reviennent, les rituels qu'ont les gens, que ce soit au niveau de la nourriture ou même de la religion. Enfin, dans Bye Bye Lida, il y a aussi toute une scène qui est de musique, mais du coup on en parlera après, mais qui est quand même très très cacophonique, quoi. Et ça vient de ce voyage au Népal. Mais donc, enfin oui, je pense que il y a des choses en tout cas dans ce film-là de la découverte. C'est des thématiques qui me parlent. Ouais. Est-ce que le rituel, je pensais à Tsushi Wada, mais je sais pas si tu vois Tsushi Wada, qui c'est, qui est un restaurateur japonais qui est que sur des rituels, sur des choses. Faudrait que tu vois, non, parce que c'est intéressant, parce qu'en plus c'est différent de toi, mais qui joue sur des rituels. Et je trouve qu'en plus le rituel a quelque chose qui est intéressant, parce que évidemment il y a un côté mystérieux, c'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre, mais on comprend qu'il se passe quelque chose. Est-ce que toi, c'est des choses que, je sais pas, tu as ça, toi, dans ta manière de travailler, dans ta vie de tous les jours, des rituels, des choses comme ça, ou pas forcément? Des rituels, oui et non. Dans les tocs que j'ai, je roule des étiquettes tout le temps entre mes doigts. Je sais pas si c'est vraiment un rituel, mais ça fait, en tout cas, il y a vraiment ce truc de la boucle, un peu. Je sais pas. Si on veut donner quelque chose de mystique, est-ce que ça te paraît... Il y a ça dans le film. Est-ce que c'est quelque chose qui est direct, ou est-ce que pareil, toujours la même chose, quand on pose des questions comme ça, est-ce que c'est plutôt instinctif, t'es comme ça? Il y a un côté qui est, si on veut, on peut prendre ce film, Bye Bye Lida, et pas que ce film-là. Comme encore une fois, dans ce rapport, alors on peut voir les Amérindiens, enfin, le premier, on peut prendre tout ça, c'est-à-dire d'un seul coup. C'est de plus en plus mystique, hein, même dans ma tête, dans la manière dont je conçois cet univers. C'est de plus en plus déjà un univers où tout se recoupe, même d'un film à l'autre, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une cohérence générale qui s'installe dans ma tête, enfin en tout cas une cohabitation entre les différents propos, et il y a presque quelque chose, un côté mystique, un côté religieux. En fait c'est marrant parce que c'est des thématiques que
je maîtrise pas, même l'animisme ou ce genre de choses, c'est des thématiques dont on me parle de temps en temps et je me rends compte que je suis pas très bien renseigné là-dedans. Mais quand on m'en parle, je me rends compte que c'est que oui, je ressens pas mal ces trucs-là, quoi. J'aime bien le fait de se dire qu'un caillou mérite autant d'exister qu'un animal ou ou qu'une plante, ou de mettre un peu tout le monde sur un même pied d'égalité. Et donc oui, c'est des choses qui reviennent. Et sur le rituel, il y a beaucoup ça. Et donc dans ce film, j'adore faire marcher des personnages. De plus en plus, je réfléchis en me disant comment est-ce que je peux faire des films avec que des personnages qui marchent. Et en fait, je passe beaucoup de temps, même à la maison, moi, à animer des cycles de marche et à faire des boucles et tout ça. Et je trouve que ça va avec ce côté une transe qui s'installe. Enfin voilà, il y a quelque chose qui devient qui sort de manière mécanique, que ce soit dans le cycle de marche du personnage, mais moi d'un cycle de marche à un autre. Enfin voilà, en fait c'est des boucles qui se créent à différentes échelles, des motifs qui se répètent. Et c'est quelque chose j'aime bien cette manière de travailler, qui est quelque chose d'assez rassurant et en même temps déroutant, quoi. Toujours sur les thématiques, Antoine? On peut poursuivre un tout petit peu sur cette idée de cycle, parce que en plus c'est une thématique que je trouve hyper passionnante en animation, parce qu'on retrouve effectivement, on parlait de Boris Labbé, de cette idée aussi, même dans la construction du film, c'est-à-dire qu'on va voir tous ces personnages une première fois et puis en fait on va revenir, mais ils vont se rencontrer comme des itérations de boucles. Dans la construction du film, est-ce que tu schématises ces choses-là, ou parce qu'il y a des réalisateurs qui justement presque dessinent tous ces entrelacs, comment est-ce que ça va se connecter, qui font un plan Et juste on pourrait au passage parler de Sans domicile fixe, qui est ce film que tu as fait il y a longtemps. Non, mais au niveau de boucle, il y a ça aussi, parce que finalement c'est reprendre une maison, t'as pris une maison et tu la rejoues, donc pardon, mais il y a aussi cette... Je savais pas qu'il était encore sur internet celui-là. Il est sur ton Vimeo, hein. C'est vrai. Pardon, je t'ai trouvé. Non, j'ai perdu entre les deux questions. Non, c'était comment tu le construisais. Ah oui, en tout cas là pour Bye Bye Elida, j'ai construit l'histoire complète de chaque personnage et j'ai vu après comment je pouvais la découper. Et j'ai tenté un ordre instinctif de voir si je mets ça avant, c'était pas une mécanique qui était très mathématique, quoi. Donc ça s'est fait comme ça, puis il y a des choses qui marchaient pas, donc j'ai enlevé des morceaux, j'ai rajouté des choses. Mais et justement, toi, c'est marrant que tu dises que au début du film, on voit tous les personnages une fois, mais justement, il y en a qu'on voit que à partir de la fin, parce que en fait, justement, j'avais envie de casser ce côté très mécanique. Et donc finalement, pardon, mais c'est assez mathématique dans l'idée, entre guillemets, dire j'ai envie de casser ce rythme, donc je vais le casser par rapport à ça. Donc il y a ton cerveau, c'est un mélange entre comme beaucoup de gens, je vais pas faire de la psychologie, mais entre un côté très instinctif, mais quand même un côté pas scientifique, mais quand même je fais attention c'est ça, aux choses, d'aimer que ce soit propre, mais pas trop propre, quoi. Faut trouver, tout le monde est entre les deux, et je pense, quoi. Donc après, chacun trouve son équilibre là-dedans. Alors on a dit le voyage, et c'est quelque chose qu'à un moment on va parler de la liberté. Je pense qu'on pourrait presque en parler à un moment donné en parlant de la production, mais avant, il y a la solitude. Tes personnages sont souvent, alors pas forcément dans une solitude triste, hein, ils sont solitaires, alors ou à deux des fois vraiment de manière, mais même quand ils sont à deux, j'arrive, ça y est, on n'a pas beaucoup parlé des clous, on va en parler après. Mais ils sont souvent, isolés. S'ils sont à deux, ils sont isolés à deux. Oui, voilà, ils sont sur une île, Praise, justement, Muta, d'un point à un B, mais on a l'impression qu'ils sont tous les deux en parallèle. Il y a toujours cette idée alors qu'en plus j'ai l'impression que t'es quelqu'un d'entouré avec du monde, etc. Mais il y a toujours ces personnages solitaires. J'aime bien les deux, après c'est pareil, hein, je saurais pas dire si c'est des thématiques qui viennent parce que c'est plus facile d'animer des personnages tout seul, mais il y a aussi le fait que des personnages dans le désert sont plus tout seuls que deux personnages dans une forêt, par exemple. Enfin, le décor fait que on les sent très seuls. Et je sais pas si je me sens seul, hein, je crois pas. Sauf que, pardon, le côté solitaire, excuse-moi, c'est pas de couper, mais le côté solitaire, c'est aussi je trouve aussi, quand on est seul, des fois, même si on peut être contemplatif à deux, mais il y a aussi cette idée de non-parole. Alors pareil, on peut aussi, quand on est deux ou trois, on parle, mais en tout cas, il y a plus de facilité de parler quand il y a quelqu'un. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort d'accepter finalement ce côté solitaire dans la beauté
du terme et non pas dans la tristesse comme on voit souvent de c'est ça. cette idée et qu'en fait il y a des solitudes qui sont tristes, mais il y a des solitudes qui sont hyper agréables, quoi. Donc c'est important de montrer les deux, et je pense que en tout cas dans Bye Bye Lida il y a un peu les deux. Il y en a où on sent qu'ils tracent leur route tout seuls et qu'ils sont très bien tout seuls, et il y en a qui justement cherchent à intégrer un groupe à tout prix pour exister, quoi. Enfin, on va peut-être faire une pause. J'ai pas eu le terme, mais je trouve quand même qu'il y a des moments donnés c'est un peu violent. Vous dites oui, les gens mangent les autres, mais d'un moment dont tu le fais, un coup de bec comme ça, c'est loin d'être juste tiens, c'est normal. Il y a une violence quand même. Mais c'est très gratuit. Mais ça, c'est pareil en fait. Ça faisait partie des choses où je m'étais dit. En fait, c'était toujours la même chose de dire que l'acte d'un animal qui mange un autre animal, ça peut être quelque chose de très mal vu et de très cruel, comme quelque chose de très normal. Et en fait, voilà, de se dire que, en fait, la réponse, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux en même temps. Enfin, c'est juste que la chose, elle se passe comme ça, et il faut qu'il y ait ça pour que ça avance. Comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu veux nous annoncer le choix musical, ou est-ce que tu veux qu'on l'écoute et tu nous en parles après? C'est comme tu veux. Je vais laisser la surprise, mais juste, j'ai pas de raison particulière pour avoir choisi ce morceau-là. Quand vous m'avez demandé de choisir un morceau, c'est ce qui m'est venu en tête, et je m'étais dit tiens, c'est marrant, c'est un truc sur lequel je suis tombé un peu par hasard sur internet, qui est un peu obscur, et je me suis dit tiens, c'est rigolo d'avoir cette occasion-là pour le faire découvrir. Alors, toujours Bulle de Rêve, bien sûr, sur Radio Libertaire. On s'est fait un plaisir de mettre cette reprise de Shakira, un peu barrée, j'avoue, et un bout de Bye Bye Lida, ton film. Gros contraste. Ouais, c'était un petit peu, un peu fait exprès qu'on a fait ça. Antoine, on voulait partir sur le son. À moins que tu veuilles. On désannonce peut-être le morceau. Désannoncer le premier morceau. Je me souviens même plus le nom. C'est Fatma Pneumonia, quelque chose. Alors, je l'ai noté quelque part. Attends. J'avoue que moi aussi j'ai fait. Non, je crois que j'ai noté que Shakira, c'est pas bien. Je crois que c'est ça. Fatma Pneumonia. Ah. Et, et après, pourquoi ce morceau-là, comme je disais, il n'y avait pas forcément de raison précise, mais je sais pas, ce morceau-là, quand je l'ai entendu, il m'avait plu. Alors que je suis pas fan d'univers médiéval, je suis pas fan de Shakira, mais je trouve qu'il y avait une recette là d'un coup que je trouvais un peu surprenante, qui fait un peu asiatique, mais médiéval, mais il y a un rythme un peu dancehall. Enfin voilà, donc je sais pas, ça m'avait plu.
Antoine. Et juste après, on a écouté donc un extrait de la bande-son de Bye Bye Elida. Flavien Van Esveld, j'espère que je le prononce bien. Je crois que c'est ça. J'espère qu'il n'en voudra pas si c'est le cas. Et au générique, au même carton que toi, au premier. Et c'était important pour toi de le mettre sur un pied d'égalité entre réalisation et création sonore. Ouais, parce que là pour le coup, surtout sur un univers comme ça, il y avait une création sonore à faire qui était monstrueuse. Et même déjà en réfléchissant le film et en le faisant, je sentais que ça allait être une place hyper importante et qui me faisait stresser parce que en fait je sentais que si on se foirait au son, ça pouvait foirer tout le reste, quoi. Il y avait un équilibre qui devait encore se trouver là-dessus. Et en plus, vu que j'avais pas de son à l'animatique, j'ai animé entièrement tout le film et après j'ai livré le film, toute l'image finie à Flavien en lui disant voilà les 35 minutes. Maintenant faut faire le son, quoi. Et en plus ça a mis du temps parce qu'après il y a eu un deuxième confinement et puis lui il construisait une moto en même temps, il montait le studio, donc voilà, ça a mis du temps à se mettre en route, mais ça a été une collaboration incroyable. Où ce que j'ai trouvé génial, c'est que je pense que même pour lui c'était la première fois qu'il avait un format aussi long entre les mains, un univers où il y avait plein de choses différentes à trouver, et on a vraiment pris le temps de creuser, enfin quand on a fait les dépouillements plan par plan, de savoir comment on bruite ça, enfin c'était des débats à chaque plan, quoi. Et je me souviens, c'est l'anecdote que je raconte tout le temps, mais que première réunion, séquence 1, on se dit bon alors le soleil, quel bruit le soleil, quoi. Et en fait voilà, et dès le début je me suis dit ah oui, c'est vrai que il va y avoir des choses à trouver. Et en fait ce qui a été super, c'est qu'il a vraiment pris cet univers au sérieux. Là où moi j'avais un peu peur, je connaissais son travail donc j'avais confiance en lui, mais je m'étais dit ça pourrait facilement tomber dans quelque chose où on se dit allez, on fait un truc un peu débile, rigolo, et enfin voilà, il se passe des trucs étranges. Et il m'a vraiment questionné longtemps sur la mécanique, comment fonctionnait l'univers, qu'est-ce qui était en lien avec quoi. Enfin voilà, histoire de comprendre les liens, quoi. Justement, tout à l'heure on parlait des arbres motos, de se dire quel type de moteur on a là-dedans. Est-ce que c'est un moteur en bois? Est-ce qu'on entend le bruit des feuilles? Est-ce que c'est plus quelque chose d'électrique? Enfin voilà, de chercher vraiment une cohérence. Et je trouve qu'il a apporté énormément de cohérence au son, comparé à ce que moi j'avais imaginé en finissant l'image. Justement, non, pardon, mais justement, Vas-y. C'est pas la première fois que tu travailles avec lui, tu travailles depuis un bout de temps avec lui. Est-ce que, je ne sais pas si c'est une question que tu voulais poser, mais en tout cas, est-ce que il y a justement un travail aussi, quand tu sais que c'est lui qui va la faire, la musique, tu sais que tu te fais plaisir à faire aussi peut-être une scène en disant ah tiens, je sais que je suis avec quelqu'un qui là va me faire un son qui va me plaire, en tout cas qui va rentrer. Il y a un enjeu comme ça presque entre deux créateurs de se pousser dans des retranchements, on va dire. Et tu parlais de contraintes, de dire justement le soleil, tiens, qu'est-ce que tu vas me sortir comme bruit? Après, c'était pas forcément. J'ai pas forcément réfléchi des scènes en me disant tiens, ça va bien correspondre avec son univers. Parce que je pense qu'il a la capacité de s'adapter à toutes sortes d'univers, autant des univers réalistes que un peu plus fous, mais par contre, je savais qu'il aimait ce côté défi technique. Enfin voilà, qu'en tout cas, il se disait voilà, il y a un truc à trouver, je sais pas ce qu'on va trouver, mais on va prendre le temps de réfléchir. Et donc on a passé beaucoup de temps à se dire c'est lui surtout, parce que moi on travaillait ensemble, mais c'était surtout lui qui faisait tout, mais de se dire qu'est-ce qu'on peut récupérer comme objet, qu'est-ce qu'on peut transformer comme son. Et donc des fois on pouvait passer des heures et des heures à tester un truc pour se dire non mais en fait ça marche pas du tout, faut qu'on parte sur une autre piste. Mais il a vraiment eu cette patience de se dire ok, tant que ça va pas, tant que c'est pas cohérent, on continue de chercher, quoi. Et ce qui est quand même assez balèze, parce que j'ai l'impression que c'était une masse de travail vraiment conséquente. Souvent c'est un peu facile, c'est un peu bête, on dit souvent c'est 50-50, ce qui veut pas dire grand chose, un pourcentage, mais en tout cas c'est évident que là dans Bye Bye Elida, là je l'ai vraiment senti, plus que d'habitude, à fond, ouais. Est-ce qu'il y a vous avez vraiment tout couvert ensemble dans une première passe où tu lui as donné des instructions sur tout, ou il y a des endroits où il t'a surpris? Il y a plein d'endroits où il m'a surpris. En fait, c'est marrant parce et souvent les endroits où il m'a surpris, c'est des endroits où je viens pas forcément au studio pendant plusieurs jours. Lui, il me dit je vais avancer sur ce morceau-là, puis on se voit dans 2-3 jours, comme ça je te montre le morceau en entier. Et j'arrive
Et il a fait un truc qui était pas du tout ce que j'imaginais, mais où je me dis, waouh, mais attends, mais c'est trop bien. Et il avait fait des liens entre certaines choses où je me disais, j'ai pas du tout pensé à ce lien-là. Et lui, il me disait, ah ouais, mais pour moi, c'était hyper évident que c'était ça. En fait, on n'en a pas parlé parce que ça me semblait clair que. Et donc, il a fait des liens entre certains personnages, que ce soit par des échos qu'on va entendre à l'horizon et tout ça. Et ouais, il m'a surpris, sur énormément de choses. Et à l'inverse, il y a aussi des moments où on s'est enfoncé dans des pistes où c'est moi qui lui donnais aussi des fois les fausses pistes, de dire si il faut aller là-dedans. Lui, il me disait je sais pas trop, ok, bon d'accord, on y va. Et puis en fait, plus on y allait, plus on se rendait compte que c'était compliqué. Pour la musique notamment, ça a été assez compliqué parce que justement, vu que je voulais pas que la musique donne trop une couleur du sentiment que le spectateur doit avoir. Je sais plus combien il y avait, mais on a fait 18 versions de musique différentes, quoi, ou un truc comme ça, où il faisait une première version et j'étais là, je disais, mais non, mais là c'est trop joyeux, quoi. Et alors du coup il faisait une autre version, j'étais là, ouais mais là du coup ça fait peur. Et puis après, ouais mais là c'est trop mystérieux. Et puis en fait c'était hyper dur de trouver quelque chose qui avait quand même une grandeur mais qui reste assez neutre, quoi. Donc et là c'est pareil, hein, il a été trop fort de dire on va chercher, tant qu'on trouve pas on cherche. Ouais, super collaboration. C'est quoi ton rapport à la musique? Dans la liste qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de musicien, de musicienne, pas de groupe. Je me suis dit, pourtant il y a un côté très 70s. Aussi dans ton cinéma, je me suis demandé, et en plus on en a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, t'as fait plein de clips, et souvent en plus avec des choses que toi t'aimais, enfin des musiques que t'aimes bien, tu vas vers les... C'est quoi ce rapport, et pourquoi d'un seul coup, pas de musique justement quasiment dans Bye Bye Lida? Bah parce que j'avais envie d'avoir cet aspect, je sais pas comment, naturaliste. Ouais. Enfin tu vois, d'avoir quelque chose de... Je trouve que très souvent dans les films, la musique vient un peu aider le spectateur à savoir le sentiment dans lequel il doit se mettre. Et là, je sentais que il fallait pas en dire trop sur ce sentiment, quoi. Enfin, sur les sentiments qu'on devait ressentir. Donc c'est pour ça que j'avais quand même envie d'une musique qui donne ce sentiment de grandeur sur le tout début et la toute fin du film. Enfin, voilà, histoire de lancer et puis de ramener une mécanique de boucle. Mais non, j'avais envie de quelque chose de très frontal, direct, quoi. Et ton rapport à la musique, quand tu travailles sur un film comme ça, t'écoutes Pink Floyd, t'écoutes Schubert, t'écoutes, je sais pas, c'est quoi comme environnement? Est-ce que d'ailleurs t'en as un d'environnement musical Shakira, ou pas? Ouais. Voilà, c'est ça. Du médiéval. Non, qu'est-ce que j'écoute en travaillant? Je sais pas, en musique j'ai vraiment de tout, quoi. Ouais, t'as pas quelque chose, tu te plonges pas dans un univers en disant non, pas forcément. Allez, là je suis dans le désert, je suis quelque chose comme ça, je vais écouter ce genre de musique. Non, c'est ce qui vient. Il y a des fois des moments, mais c'est plus sur de la réflexion de scénario où je me dis là je vais avoir besoin de me plonger rapidement là-dedans. Je sais qu'il y a Plantasia de Mort Garson par exemple, qui est, je sais pas si Plantasia, c'est un album, Mort Garson, je connais pas très bien le personnage, mais c'est un album qui a, je dirais, 30-40 ans, peut-être plus même, où il a composé un album pour les plantes. Et donc voilà, c'est pareil, c'est quand même une démarche dans laquelle je me reconnais bien, mais il y a quelque chose il y a une grandeur, il y a un peu de science-fiction, mais il y a quelque chose de très simple. Enfin voilà, c'est des univers où souvent la musique, ça me sert à me plonger rapidement dans une atmosphère, quoi. Donc je le fais comme ça. Après, autrement, en travaillant, ça va être des podcasts, ça va être des lives de jeux vidéo sur Twitch. C'est assez varié, quoi. Pas forcément que musical. Alors avant de passer à la dernière partie, on va parler un peu d'autoproduction. Bon, mais je crois que c'était intéressant aussi de parler plus de création, mais même je sais que l'autoproduction ça vous intéresse, et notamment Antoine, je sais énormément. Mais on va faire une dernière pause et on va écouter un morceau, je vais dire Nicolas Sibach, qui s'appelle Hawk. AAWK. Alors, je vous dis très rapidement ce que c'est. Est sorti récemment, sûrement, donc vous le savez si vous écoutez un petit peu, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Frank Zappa, et avec The Mother of Invention. Frank Zappa, en fait, enregistré tous ses concerts, une grande partie des concerts. Aujourd'hui, certains sortent. Un coffret de 8 CD vient de sortir avec plusieurs lives qu'il avait fait en même temps, le 5-6 juin 1971, live à Harrisburg, par exemple, ou alors un peu plus tard au Rainbow Theatre, 10 décembre
décembre 71, mais notamment c'est 4 ou 5 concerts au Fillmore East. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs shows dans la soirée. Alors, on va dire que c'est plus pour aussi des vrais fans de Zappa. On pense à Bastien Duprier, je pense à mon papa qui aurait eu 75 ans dans quelques jours. Voilà, s'il avait été malheureusement, enfin voilà, vous savez, si les maladies ne passaient pas par là. Donc c'est un peu une petite dédicace aussi pour lui. Et donc le 6 juin 1971, lors du deuxième show de cette soirée, 2 personnes sont dans la salle. Un certain John Lennon, qui avait un petit groupe avec qui parlait, et Yoko Ono. Et je pense que Zappa était notamment très influencé, enfin pas influencé, mais très intéressé par Yoko Ono. On a beaucoup pris Yoko Ono comme juste la femme qui a détruit soi-disant les Beatles. Et en fait, c'est quelqu'un de beaucoup plus passionnant dans sa musique. Vous allez entendre crier, là, elle hurle, elle avance comme ça. Il y a un côté très, flux, enfin, etc. C'est très intéressant. Donc, si vous avez l'occasion, et puis bon, c'est Zappa en 71, on passe aussi bien d'une version de Well avec John Lennon, pareil, avec des hurlements derrière de Yoko Ono, c'est assez incroyable. Et puis tout le reste est intéressant, on a des morceaux de 20 minutes de King Kong, enfin, Zappa quoi. On écoute Nicolas. Donc voilà l'incroyable Trop Zappa bien. Et les Mother of Invention avec Yoko Ono et John Lennon qui hurle aussi. On entend plus la voix de Yoko Ono, mais voilà, on disait c'est vrai que c'est fou quand même, 71, voilà, toute cette création aussi à cette époque-là. On voulait finir donc en effet sur l'autoproduction parce qu'on n'a pas dit, mais tout ça, même si tu l'as dit un tout petit peu par rapport à des périodes de chômage à un moment donné, et c'est pour ça je crois qu'on aime encore plus le travail de Tito en plus de ce qu'il fait, c'est qu'en effet il y a cette idée de pas attendre l'argent, Antoine. Ouais, il y a d'autoproduction, en tout cas démarrer, il y a Novanima, on pourra peut-être en parler un petit peu, qui est venu sur la fin, et la boîte à songe, ouais. Sur la post-prod. Ouais. Et mais effectivement, t'as démarré le film. Seul était resté seul dessus pendant un long moment. C'était un choix délibéré dès le début, ou à un moment tu t'es posé la question quand même de le financer au démarrage? Non, je m'étais posé la question non, je savais que je voulais le faire sur du chômage. Enfin, c'était quelque chose qui m'amusait bien. Je m'étais posé la question dès le début de trouver des producteurs. J'en avais quand même parlé à plusieurs personnes. Aussi parce que ça devait être un long métrage et tout ça, mais je m'étais dit, vu que c'est quand même un gros morceau et que je sais pas comment est-ce que je vais le vivre au fur et à mesure, avoir un producteur, ça fait que t'as un peu un engagement et que maintenant t'es un peu obligé de le suivre, quoi. Mais sauf que je me suis rendu compte qu'en en parlant à des producteurs, on me disait souvent trop bien, mais 35 minutes, qu'est-ce qu'on en fait en fait, parce que dans les festivals on sait pas où le placer, c'est un peu compliqué, et donc on m'avait dit si ça peut descendre jusqu'à 20 minutes, éventuellement pourquoi pas. Sauf que 20 minutes ça enlevait un quart d'heure du film, enfin c'était quand même un gros morceau. Donc j'ai dit non, c'est pas grave, et donc j'ai décidé de le commencer tout seul en me disant ce que je voulais surtout, c'était quelqu'un qui fasse de la distribution derrière en fait. Je voulais pas l'envoyer moi-même en festival, mais je voulais quand même lui laisser sa chance de pouvoir aller en festival. Donc je me suis dit, je vais commencer le film, et vu qu'on me parlait souvent des 20 minutes, je me suis dit, je vais faire les 20 premières minutes, et une fois que j'ai les 20 premières minutes, je vais pouvoir aller voir des producteurs en leur disant, voilà le début, je m'occupe de faire la suite. J'avais eu une aide à l'écriture du CNC, j'ai eu n'importe quoi, de Nouvelle-Aquitaine et Charente, qui me permettait de faire le son et tout ça. Donc j'ai appris, à partir des 20 minutes, là, j'ai commencé à aller voir les producteurs en disant, voilà à quoi va ressembler le film, je m'occupe de payer toute la suite, et j'ai juste besoin de distribution, quoi. Et les premiers que je suis allé voir, c'est Novanima, qui avait travaillé avec Louis Caillez, notamment pour son film Montagne, qui était c'est encore un autre contexte, mais il y avait aussi cette idée, quoi, de film qu'ils ont rattrapé en cours de route pour essayer de le remettre sur des rails de production classique, quoi, pour les festivals et tout ça. Et donc je suis allé les voir, je les connaissais pas, mais je les ai rencontrés à ce moment-là, et ça a bien marché. Et puis Marc Fay m'a fait des retours sur le film hyper justes. Et voire même, parce qu'en fait je suis arrivé en disant, voilà les 20 premières minutes d'animation, et voilà le dernier quart d'heure en animatique, et il m'a dit alors nous ça nous intéresse, mais vraiment il faut qu'on discute j'ai quand même envie de savoir clairement comment est-ce que t'en arrives là. Donc du coup on s'est fait un rendez-vous par téléphone de 2 heures, et moi je m'étais dit avant le coup de téléphone de me dire
S'il me dit ok mais il faut changer ça, ok machin et tout ça, de dire non c'est trop tard, en fait j'ai déjà mon idée, je suis déjà lancé. Et en fait on l'a discuté pendant 2 heures et en fait il a hyper bien compris le film et c'est même lui à la fin qui m'a dit ok, mais alors du coup par rapport à tout ce que tu racontes, moi j'ai l'impression que ce serait plus juste à la fin de faire ça et d'avoir juste des petits ajustements. Et quand il me l'a dit, je me suis dit mais ouais, mais en vrai il a trop raison quoi. Et en fait il avait vraiment compris le projet et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon bah banco quoi, s'ils comprennent le film, allons-y. Et donc voilà. Donc finalement c'est peut-être pas si mal. Alors je suis avec deux auteurs, deux personnes évidemment, quand on fait de la création il faut de l'argent, ce qui est normal, ouais. Mais c'est peut-être pas si mal cette espèce de dire je commence tout quasiment seul, enfin en tout cas sans besoin d'avoir un retour, même des retours des amis comme tu nous as dit aux choses, mais pas forcément de prod. Ouais. Mais finalement à un moment donné quand on est tellement dedans, que d'avoir quelqu'un qui arrive et comme tu dis en comprenant bien finalement avec ce dialogue-là, c'est peut-être une bonne manière de produire les choses quoi. Bah oui, moi je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'ai l'impression que si c'est un film que j'avais essayé de faire passer par le circuit classique de financement et tout ça, ça serait jamais passé. Donc je suis finalement assez content qu'il puisse exister malgré tout. Et comme tu disais aussi que ça bouleverse un peu déjà des codes de narration parce que c'est un format dont on n'a pas l'habitude, donc on n'a pas l'habitude d'une structure de 35 minutes, mais aussi dans les festivals de savoir comment le placer dans une programmation. Je sais que quand j'étais en train de faire le mixage du film à Valence avec Flavien, il y a Clémence Bragard qui bosse au Festival de Rennes. Notamment le Festival de Rennes, tout à fait. Ouais. Qui était passé, et donc je lui avais montré, on avait regardé un peu des morceaux, puis je lui avais parlé du film, et elle m'avait dit, mais 35 minutes, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça, en fait? Enfin, où est-ce que tu veux qu'on le mette? Donc je m'étais dit, bon, voilà, c'est comme ça, j'avais choisi de le faire comme ça. Et finalement, de voir qu'il est envoyé, et il le sélectionne, et qu'il le passe, et tout ça, je m'étais dit, bon, bah, c'est cool. Enfin, en fait, même pour eux, je pense que c'est challengeant, et de voir qu'il y a d'autres choses qui sont essayées. En même temps, dans l'autre sens, c'est un peu grave. Enfin, de se dire, on peut pas passer un film parce que c'est pas dans les. Enfin, surtout en festival où a priori c'est un espace où, justement pour faire exister des choses qui sont pas formatées. Bah et puis souvent, tu vois, par exemple pour le festival à Rennes, ils m'ont dit que ils savaient pas où le mettre et ils arrivaient pas à se mettre d'accord sur le fait de le mettre en compétition. Et c'est à partir de ce film-là qu'ils ont décidé de créer la section un peu expérimentale. Enfin, en tout cas, de faire des sous-catégories comme ça. Et ce que je trouvais très bien, moi, de se dire que c'est chouette, que ça amène d'autres pistes de réflexion. Et la semaine dernière ou cette semaine, j'ai eu il a été sélectionné dans un festival au Kosovo. Et c'est pareil, ils ont envoyé un message en disant, on savait pas où le mettre, donc on l'a mis en compétition long métrage. Et je me disais, mais c'est trop bien. Ouais, certains festivals peuvent en effet, même si pour nous c'est moins un métrage, si ça dépasse 30 minutes, peut aller là-dedans. Après, c'est un thème qu'il faudra qu'on fasse à festival et durer, parce qu'évidemment c'est pas à vous, créateurs et créatrices, de changer votre vision des choses, mais c'est plutôt au festival, quitte à ne pas prendre dans ce cas-là les films. Après, c'est vrai que c'est rigolo cette séance expérimentale, parce que je crois qu'il y avait aussi le film de Yoriko Mizushiri, son dernier Anxious Body, et c'était une séance assez étrange au niveau expérimental, parce que qu'est-ce qu'on appelle expérimental? On avait parlé avec Boris Labbé qu'une grande truc. L'important c'est que les films soient montrés, même si c'est sur des trucs un petit peu étranges. Moi, ce qui me plaît bien, Antoine, peut-être une dernière question. Moi, ce qui me plaît bien, c'est quelque chose sur lequel je râle souvent, et je trouve ça bien qu'il y ait des auteurs qui le fassent. On a vu Louise aussi qui nous avait dit ça, c'est de pas abandonner. Alors toi, c'est même là carrément. Tu savais avant même, enfin, en le commençant que tu allais le faire, mais quand on regarde tes clips, il y a l'idée de se dire, je veux avoir cette liberté, je veux faire ce film. C'est-à-dire de ressentir réellement le besoin de faire un film et de faire le film, quitte à ce qu'on soit difficilement payé ou à jongler entre le chômage, des choses comme ça. Et puis quitte à se planter aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai pas mal réfléchi comme ça depuis le début, de me dire que si à chaque fois il faut attendre 5 ans pour faire un film, si tu te plantes au bout de 5 ans, c'est hyper dur. Et je sais qu'il y a des films que j'ai faits où quand je les regarde, je me dis je me dis je sais pas si ça valait vraiment le coup, mais en tout cas j'étais content d'avoir essayé et de mettre les films les uns à la suite des autres et d'être dans une énergie de
de recherche un peu spontanée, quoi. C'est intéressant, par exemple, Stephen Holochen, qui fait plutôt lui d'expérimental, dit si vous regardez tous mes films, même si vous ne savez pas forcément, c'est un peu comme un journal de ma vie. Ça, c'est quand ma fille est née, ça, c'est. Ouais, bah ouais, il y a un peu de ça, toi aussi. Ah ouais, carrément. De faire des films, beaucoup de films comme ça, enfin, en tout cas, suffisamment. Bah, en tout cas, je les trouve assez représentatifs de périodes de ma vie, ouais. Il y a des films de colère, il y a des films de réflexion psychologique, il y a des moments plus de légèreté. C'est des thématiques du moment, quoi. Antoine ? Non, c'était bon sur le truc. 19h, on a fini. Qu'est-ce qu'il y a donc maintenant ? T'es assistant ? On peut le dire, hein, c'est officiel. Hein, oui, clairement. Ouais. Assistant réalisateur sur donc Benoît Chiot, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui sur Sirocco. Sur Benoît Chiot de Sirocco. Ça commence au bout de 2 heures. Il y a des envies, tu nous l'as dit. Il y a tout le temps. Moi, je voulais, non. Dernière question. Nicolas, il n'y a pas, je t'embête 2 minutes. Dernière question. Est-ce que il y a. On va faire un peu de psychanalyse en 2 secondes. Donc du graphe, des graffitis, céramique, beaux-arts, des masques brodés, tu fais des caractères design, tu fais des pochettes de CD. Il y a une peur du vide chez toi d'un seul coup de se dire là il faut absolument que je crée tout le temps. Il y a toujours ce besoin, ou il y a l'idée de la peur de s'ennuyer, de se dire si je fais trop du caractère design par exemple ça va m'ennuyer, si je fais trop la stage, si je fais trop, il y a non, je sais pas, la boulimie de travail, j'ai l'impression qu'elle diminue quand même un peu avec le temps, enfin en tout cas de se dire que chercher à vouloir en faire toujours plus, c'est pas forcément la meilleure idée. Faut faire les choses bien dans le moment qu'il y a pour le faire, mais non, j'ai l'impression que c'est une curiosité. J'ai appris à faire du métier à tisser dernièrement. J'ai fait du rotin, j'ai fait des casques en rotin tressés comme des paniers et tout ça. En fait, j'aime bien découvrir des nouveaux supports, et c'est pareil, y aller de manière assez spontanée et de voir ce qui sort. Et je me rends compte que les designs de Bye Bye Elida sont quand même pas mal venus de ces masques en broderie. Que là, dans les pistes de réflexion que j'ai pour les prochains films, mes personnages sont plus en volume que dans Bye Bye Elida, et je sens que c'est la céramique qui a amené ça. En fait, de voir que ça tout s'enrichit un peu, quoi. Bye Bye Elida a enrichi la céramique va enrichir le prochain film. De voir que c'est un tout, que j'ai pas juste une pratique de cinéma, mais de voir ça de manière plus globale. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil. Merci d'être venu, on a hâte. Et si vous avez l'occasion, comme on l'a dit, alors Bye Bye Elida est passé au Piaf, mais c'était en janvier dernier, donc trop tard. Il est passé donc à Rennes, mais c'est passé aussi. Donc au Kosovo, c'est quel festival, tu te rappelles ou pas ? Annibar, ouais, exactement. Donc il passera à Annibar. Voilà, si vous avez l'occasion, en tout cas, avant qu'un jour malheureusement il arrive, si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran, ça fait partie de ces films qu'il est important de voir sur grand écran pour pouvoir s'immerger, on va dire. Donc merci beaucoup à toi. Merci à vous pour l'accueil. Et on va finir allez, pour danser, on est samedi dans un truc, on est parti en 1968, encore dans ces grandes époques, un film de Kinji Fukasaku, grand réalisateur japonais qui va notamment beaucoup travailler sur les Yakuza, faire pas mal de films comme ça, mais il va faire un film qui s'appelle Green Slime, qui va faire aux États-Unis, que beaucoup de gens, si vous aimez pas le fantastique, ça va être forcément, alors très très kitsch pour vous, quand on aime le fantastique, il est kitsch aussi, mais on aime bien. C'est une espèce de slime, comme son nom l'indique, verte, qui attaque un vaisseau spatial et qui avance et tout, et qui avale des gens comme ça, donc je trouve que c'est pas mal pour un samedi soir. Et le thème du film est plutôt vous allez voir un petit peu dansant, mais si vous avez l'occasion de regarder Green Slime, c'est à la fois tout ce qu'on aime entre la série B et la série Z, tout mélangé. Merci beaucoup Nicolas, on se retrouve pardon, je suis désolé, je suis insupportable quand je suis comme ça, je le sais moi-même, mais je veux dire encore merci à Antoine, parce qu'on a déjà notre prochaine émission, comme je vous l'avais dit, en juin, on aura la chance de recevoir Charlie Belin et Marianne Bello. Voilà, donc réalisatrice et scénariste de Drôle d'oiseau. En plus, là, vous pouvez rien dire parce que Drôle d'oiseau est en ligne, donc vous pourrez le voir même avant l'émission. Très très belle, très beau spécial télé, comme on dit. On parlait de lenteur et de temps, on est encore là aussi dans quelqu'un qui prend son temps, et on est ravis de les avoir. Merci Nicolas, et donc on écoute Green Slime.